Un frisbee. Un truc pour avoir moins chaud. Ça vient d'où l'assiette? Ça a été créé quand dans l'histoire? C'est vrai quand ils ont commencé à jouer aux cartes. Là, Alors, à quelle époque? Moi je dirais au Romain. Le Moyen-Âge, les assiettes. Romain. Oui, Ouais, presque les Étrusques, les Romains. Alors les Romains ou au Moyen-Âge? Oh ouais, même les Romains. Vous n'avez pas l'air d'accord, hein? Ça dépend ce qu'on entend par assiette. Alors ça dépend ce qu'on entend par assiette, mais les Égyptiens ils en avaient aussi. Ah, ils ont vu. Ça va, pourquoi ils n'auraient pas eu? Ouais, ça dépend. En fait, l'assiette, c'est la cour de Louis XIV qui a créé cet objet-là, qui a créé, donc c'est 17e siècle, qui a créé cet outil qu'on va appeler l'assiette. Sauf que quand il crée ça, ça fait déjà quelques années qu'on mange dans une forme de récipient individuel. Hein. Et effectivement, il y en avait déjà à l'Antiquité. Et même avant l'Antiquité, à la préhistoire, il y en a qui mangeaient sur des omoplates. Enfin bref, utiliser un support pour avoir individuellement quelque chose dans lequel on puisse mettre son alimentation et manger à partir de là, c'est quelque chose qui est très ancien. Ça s'appelait des écuelles, effectivement, vous l'avez dit. On mangeait aussi sur tranchoir. Tranchoir, c'est une tranche de pain qu'on pose sur la table et puis on prend les ingrédients et on les mange à partir de là. Et souvent, la tranche de pain, on la partage avec celui qui est à côté de soi, à table. Et on l'appelle comment? Ouais, le copain. Hein. Étymologiquement, manger ensemble et être amis, bah, c'est lié. Et c'est pas pour rien, parce que manger ensemble, c'est construire une relation de confiance qui va permettre de nouer cette relation d'amitié, lui permettre de s'épanouir. On remplace ça par l'assiette. Création de la cour de Louis XIV. Alors, dans l'histoire, hein, l'évolution des objets techniques, on fait jamais ça pour rien. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la cour de Louis XIV va créer l'assiette? c'est une forme différente. Pour éviter d'avoir la tête toute la table. Pour se distinguer du peuple. Pour éviter de se servir les doigts. Ouais. Avant, ils se servaient tous dans un grand buffet et l'assiette va changer la façon dont on va se servir, très clairement. Là. Ils ont inventé la fourchette. Alors, ouais, la fourchette, c'est un peu de cette époque-là, mais la fourchette, Louis XIV, il n'en voulait pas. C'était snob de manger sans fourchette. En fait, c'est les paysans, plutôt, qui ont adopté la fourchette, et manger à main nue, et ben, ça pouvait montrer qu'on n'avait pas à se laver les mains, en fait, qu'on n'avait pas à travailler la terre, qu'on était au-dessus des besoins d'entretenir ses ressources matérielles en travaillant, quoi. Et donc, c'était la noblesse. Et en plus, c'était technique de manger avec 3 doigts, et donc Louis XIV a toute sa vie refusé la fourchette. Et l'assiette, donc, c'est sa cour qui va créer ça. Elle va créer un objet politique puissant, comme je disais. C'est qu'en fait, étymologiquement, vous entendez quoi derrière? Oh, derrière assiette, il y a trop de vent, je peux pas. Assis. Donc on mangeait déjà assis, hein, ça n'a pas révolutionné. C'est pas non plus un truc qui est fait pour s'asseoir, comme ça, on ne s'assoit pas dessus. En tout cas, personne s'est assis dessus pour l'instant. En fait, l'assiette, ça va être un instrument qui va être utilisé pour définir combien il y a de place assise à table. Et ça va être créé pour dire qui a le droit de s'asseoir à table et qui va être exclu de la table. Donc effectivement, on va changer complètement, comme ce que tu disais, l'organisation du repas. Là où avant, on avait plutôt des banquets, et puis les gens avec les écuelles qui étaient la même chose, hein, qui était un outil individuel pour aller manger, allaient sur le buffet, se servaient, repartaient s'asseoir. Là, on va passer au service à l'assiette, on va passer à organiser la table avec des assiettes rangées, organisées, pour dire qui a le droit de manger, qui a le droit de venir derrière et qui va être exclu de ça. Et pourquoi elle fait ça, la cour de Louis XIV? C'est parce qu'elle se retrouve concurrencée par la bourgeoisie dans sa capacité à organiser des festins.
Ça fait 100-150 ans qu'on est dans cette période de l'accumulation primitive du capital, période de l'histoire où la bourgeoisie va s'enrichir, qui va permettre de lancer le capitalisme par la suite. Elle va s'enrichir notamment à coup d'esclavage et de toute la traite qui va se mettre en place dans le système du commerce triangulaire. Et donc, elle est capable de rivaliser avec la noblesse dans sa capacité d'organiser des grands festins. Et la noblesse, elle ne va pas vouloir que la bourgeoisie s'immisce trop dans ses affaires. Et elle va créer l'assiette pour continuer de pouvoir manger ensemble et d'exclure la bourgeoisie de sa table. Parce qu'autour de la table, non seulement c'est manger ensemble, c'est être amis, c'est être copains, mais c'est pas que ça. Manger ensemble, c'est aussi être égaux. Être égaux dans le sens où, autour de la table, il se passe aussi l'organisation du pouvoir politique. Ça, c'est assez marqué dans nos sociétés occidentales. On retrouve notamment, dans la Grèce antique, certaines civilisations qu'on appelle les inventeurs de la démocratie, certaines cités dans lesquelles il est interdit, pour être considéré comme citoyen, pour avoir le droit de vote et ainsi de suite, il est interdit de manger chez soi seul le soir. Être citoyen, c'est manger avec les autres, mais c'est construire ensemble l'avenir de la cité. Et on va retrouver ça chez les Romains, on va retrouver ça chez les Gaulois, on va retrouver ça à la Révolution française extrêmement fort. Et donc, manger ensemble, c'est être égaux aussi. Et du coup, la cour de Louis XIV, elle n'a pas envie d'être l'égale de la bourgeoisie, et elle va lui signifier très clairement, en inventant l'assiette, en inventant cet outil de démarcation sociale extrêmement fort qui va permettre à la noblesse de rester supérieure à la bourgeoisie pendant, ça va tenir encore une petite centaine d'années jusqu'à la Révolution française. Du coup, dans cette conférence gesticulée que je viens de commencer, je vais utiliser cet outil-là pour symboliser ce qu'on appelle la fonction politique de l'alimentation. En quoi organiser le système de l'alimentation, le système de production agricole, de production alimentaire, de consommation, c'est un pouvoir politique extrêmement fort que vont récupérer les classes dirigeantes, et c'est la première distinction sociale qui va se mettre en place dans les sociétés préhistoriques entre ceux qui ont la part du roi et ceux qui auront les restes. Et comment ce pouvoir-là va faire que l'alimentation est toujours instrumentalisée pour naturaliser, pour marquer les différences entre les différentes couches de la société. Et cette fonction politique de l'alimentation, c'est ça qui va m'intéresser dans cette conférence et réfléchir à comment on peut l'organiser aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse tous et toutes s'émanciper dans le contrôle de notre alimentation et de notre système agricole et alimentaire qui va produire tout ça. Moi, l'assiette, ce truc-là, j'ai découvert ça il y a 6 ans à peu près. Avant, j'en avais jamais entendu parler. En même temps, j'avais fait des études qui n'avaient rien à voir avec les questions d'alimentation. Moi, j'ai une formation d'agronomie. Donc, je suis formé pour produire, en fait. Pour produire ces trucs-là, pour produire aussi ces trucs-là. Mais pas du tout pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de manger. Alors, en école d'agronomie, je suis plutôt formé comme ça. Moi, j'avais plutôt envie de voir les choses comme ça, si on met derrière une agriculture qui va respecter le vivant, qui va respecter les producteurs et les productrices qui sont derrière et nous produire une alimentation de qualité. Et j'ai beaucoup milité pour cette agriculture-là, à la fois en école d'ingénieur, où j'ai voulu donner des formations un peu plus intéressantes. J'ai fini par refuser mon diplôme en disant c'est vraiment n'importe quoi la façon dont on est formé là-dedans. Et puis j'ai continué comme ça, mon parcours dans différentes organisations, et j'ai pris une claque. Une claque il y a 6 ans, quand j'ai rencontré l'assiette et la fonction politique de l'alimentation. Et là, j'ai changé. J'ai arrêté de militer pour une autre agriculture, agroécologique ou paysanne ou biologique ou autre. Et je me suis mis à militer pour la mise en place de politiques alimentaires qui permettent l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité. Et c'est ce cheminement-là que je vais raconter dans cette conférence gesticulée, cheminement qui m'a amené depuis 5 ans maintenant à travailler sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc là, il y en a une petite BD qui reprend un petit peu le fil aussi de ce que je vais dire. Et puis derrière un site internet pour celles et ceux qui veulent en voir un peu plus, avoir les sources sur ce que je dis là et creuser par la suite sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation que je vous poserai les principales bases à la fin de la conférence. La petite BD, elle est là-bas s'il y en a que ça intéresse. Et
Et donc voilà, vous expliquez ce fil-là. Conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est? Il y a le mot conférence. Donc là, il va y avoir des choses de l'ordre de la conférence, hein, scientifique, et j'insiste sur le fait que tout ce que je vais mettre là, c'est pas des choses que j'ai construit tout seul. C'est un construit collectif avec différentes organisations. Moi, je suis militante d'une organisation qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, groupe agriculture et souveraineté alimentaire. C'est un ensemble d'agronomes et on réfléchit ensemble à comment on peut comprendre notre métier et voir comment on peut agir durablement là-dedans et construire des systèmes alimentaires durables, un système alimentaire durable. Donc, c'est notamment là-dedans, et puis toutes les autres organisations avec lesquelles on travaille dans un collectif qu'on a créé pour une sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui. Donc là, je vais un petit peu vous raconter tout ça. Et c'est le côté conférence, et le côté gesticulé, c'est surtout un côté incarné. Incarné, je ne suis pas gesticulé dans tous les sens, mais incarné pour dire, je vais vous présenter aussi qui je suis, comment j'ai eu accès à tout ça et comment ça a créé du sens pour moi et que ça a fait évoluer ma façon d'avancer et de voir mon métier. Quand on fait une conférence gesticulée, ça se veut d'éducation populaire, hein, donc n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à m'interrompre. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, on en discute à la fin avec plaisir. L'idée c'est que si vous ne comprenez pas, vous n'êtes certainement pas le ou la seule. Ça m'arrive parfois d'oublier de dire un sigle ou des choses comme ça. Et donc on reprend ça tout de suite. Et puis après, au plaisir pour discuter un peu plus à la fin. Et on a aussi le droit, quand on fait une conférence gesticulée, d'avoir avec soi sur scène des outils pour se rassurer. On ne sait jamais. Et puis j'ai pris aussi mon CD préféré. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Ça prend aux tripes, hein. Moi, en tout cas, ça m'a porté pendant toute ma jeunesse, quoi. Cette musique qui revient chaque année, les artistes qui s'engagent, ces chansons qu'on connaît, qui nous marquent et ainsi de suite, ça marche super bien. Mais je pense que c'est pas pour rien sur ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Et en tout cas, moi qui venais d'un milieu très précaire et pas du tout de capitaux culturels ou autres pour analyser, comprendre ce qui se passait autour de tout ça, ça m'a sensibilisé aussi à cette notion de gens qui n'ont rien et ce fait que sur des aléas de la vie, on peut se retrouver à avoir faim, à avoir froid. Et j'étais très marqué par ce truc-là. Après, au collège, au lycée, ça a plus être des profs qui vont rabâcher un peu constamment cette notion de développement durable et l'importance de s'intéresser à ces questions. Je pense que ça a développé aussi quelque chose d'assez environnemental en moi. Et j'aimais beaucoup la discipline de la biologie, et comme ça marchait bien à l'école, on ne me demandait pas forcément ce que j'avais envie de faire. On me disait, toi tu peux faire ça, hein, ou tu peux faire une classe prépa, et puis comme j'aimais bien la bio, je suis allé en prépa bio, tu peux faire une école d'ingénieur. Donc j'ai regardé quand même la géologie, c'était un peu total et tout ça, ça m'intéressait pas trop. Et puis les questions d'agronomie, nourrir le monde, ça me parlait quand même, nourrir le monde. Et puis il y avait quand même des enjeux écologiques aussi importants. Hein. Je me souviens d'avoir vu en prépa We Feed the World, qui était un des documentaires on a le patron de Nestlé là, qui explique que ça sert à rien de donner de l'eau gratuitement à des gens qui vont mourir, autant les faire payer. Hein, de toute façon. Et bref, ça me parlait sur un peu tous ces enjeux et toute cette critique du complexe agro-industriel. Donc je me dis, il y a quand même des super enjeux en agronomie, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rentrer à Montpellier Supagro, école d'agronomie de Montpellier en 2008. Là j'arrive, et la réponse à la première des deux questions qui était comment nourrir le monde, on me la donne tout de suite, hein, c'est hyper simple. Je vous laisse deviner. Mais je
vais pas m'intéresser à toutes ces fausses solutions technologiques que sont les OGM, le numérique, la robotique, l'agriculture de précision, les nouveaux pesticides et ainsi de suite. Et la réponse à comment nourrir le monde, je vais la construire dans les réseaux militants qui réfléchissent autour de ces questions. Et là, ça ne fait pas de débat, hein, ça tient en 2 mots. Et tout le monde dit, écoutez, si aujourd'hui on veut lutter contre la faim dans le monde, il faut mettre en place une logique de souveraineté alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la mise en place de politiques agricoles protectionnistes. Rien à voir avec des politiques de lutte contre la pauvreté. Et pourtant, la Via Campesina, syndicat international de paysannes et de paysans, va porter en 1996 à l'ONU le projet de souveraineté alimentaire comme une réponse à la faim dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cette époque, on a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. On est 7 milliards sur Terre et on produit pour nourrir 12 milliards de personnes aujourd'hui, point de vue calorique et nutritionnel. Donc on n'a pas du tout besoin des nouvelles fausses solutions qu'on veut nous imposer, hein. La question, c'est juste que là, il y a 1 milliard de personnes qui sont pauvres. Et qui, étant pauvres, n'ont pas d'argent pour s'acheter à manger, et donc elles souffrent de faim de façon chronique. Et qui est-ce? Ce milliard de personnes qui a faim à plus de 95%, c'est des paysannes et des paysans des pays du Sud qui produisent une petite agriculture peu mécanisée, peu industrialisée, et plus chère que nos agricultures des pays du Nord, qui vont être extrêmement mécanisées, subventionnés aussi, en partie. Et du coup, ils n'arrivent plus à vendre sur leurs marchés locaux parce que y a ces produits peu chers qui arrivent et donc ils n'arrivent plus à s'en sortir, plus à vendre. Ils sont dans une logique d'endettement, d'appauvrissement et petit à petit, ils souffrent chroniquement de la faim dans le monde. Ce projet de souveraineté alimentaire, il vient s'opposer, hein, c'est une vraie opposition frontale de modèle contre modèle, à la logique de la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est une connerie qui a été mise en place par l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, qui était le GATT, dans les années 70, où les gens se sont dit, tiens, c'est bizarre, on produit assez, mais il y a des gens qui ont faim. Bon, c'est peut-être parce que y a des barrières qui empêchent les marchandises de passer, donc il faut enlever toutes les barrières douanières, tarifaires dans le monde pour pouvoir libérer les marchandises et faire en sorte qu'elles paraissent de partout. De par le mécanisme que j'ai expliqué, ça a fait qu'exploser la faim dans le monde, et donc les organisations paysannes qui vont construire le projet de souveraineté alimentaire pour s'opposer à cette vision hyper libérale de la sécurité alimentaire. Et ça marche, hein, ça marche quand c'est mis en place. Il y a l'exemple des poulets camerounais, il y en a plein d'autres, on en a besoin aujourd'hui. Et le projet de souveraineté alimentaire, il reste extrêmement structurant dans ma pensée encore aujourd'hui. C'est pour ça que je fais partie d'une association qui s'appelle Agriculture et Souveraineté Alimentaire, on se revendique, pour lutter contre le dumping technologique, social, écologique, qui se met en place dans une logique de libre marché. Le dumping, c'est la mise en place de concurrence déloyale entre des normes et des lois très différentes. Ça reste pour moi fondamental, mais ça va avoir pour gros souci de me déconnecter complètement de la question de comment on nourrit le monde. Je ne vais plus du tout m'en occuper. Pour moi, la seule réponse, c'est la mise en place de politiques agricoles, et donc je vais me centrer, comme je pense 99,9% des agronomes ou des paysans qui travaillent sur les questions et qui ont envie de changer les choses vers une agriculture un peu plus intéressante pour produire une alimentation de qualité. Moi, je vais me centrer sur la production et je ne vais plus du tout m'intéresser à qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. En m'intéressant à la production et à comment on peut la transformer, j'ai étudié, et notamment en école d'ingénieur, comment on produit de l'agriculture aujourd'hui. On peut symboliser ça comme ça, à peu près. Quand je schématise ça, je schématise pas une usine, un robot de traite, une ferme-usine ou quoi que ce soit. Je schématise le complexe agro-industriel. C'est-à-dire que l'agro-industrie, c'est aussi des hommes, des machines qui sont là et des femmes, bien sûr. Et en fait, la question, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel niveau d'industrialisation on a envie de mettre,
dans notre agriculture, dans notre alimentation. On va peut-être pas repasser à tout peler au couteau, et il y a des légumeries, des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'avoir des outils de transformation à échelle industrielle, semi-industrielle, à réfléchir. Là, c'est toute la logique du complexe agro-industriel qui me paraît désastreuse. Donc le complexe agro-industriel, c'est en quoi les acteurs de la transformation, de la distribution, des fournisseurs de matières premières agricoles, les banques, et un dernier qui est un tout petit peu différent, qui est l'État, vont s'organiser dans un système capitaliste pour récupérer l'ensemble de la valeur ajoutée de la filière, au détriment des paysannes et des paysans, et au détriment de la qualité de notre alimentation pour tous et tous. Voilà, je ne détaille pas plus cette question-là, parce que j'estime qu'il y a tout un tas de conférences et de livres qui en parlent. Il y avait une conférence tout à l'heure aussi qui parlait de ces choses-là, de la nécessité de se reconnecter. Moi, je vais pas mal étudier ça et être formaté à devenir un cadre du complexe agro-industriel dans les études d'agronomie. L'agriculture qui se met en place dans ce truc-là, certains la qualifient d'agriculture minière. Minière parce que, en fait, c'est un système de production qui est de l'ordre de l'extractivisme. On va prendre la richesse qui existe dans le sol, la richesse de la biodiversité, la richesse du pétrole qui est sous la terre, qu'on va transformer en nourriture avec des nitrates et ainsi de suite. Et un système minier, parce que c'est le terme qu'on emploie dans l'agro-industrie, il produit du minerai. Il ne produit plus de l'alimentation, il produit une matière première pour faire tourner l'agro-industrie. On a déconnecté complètement la fonction de nourrir de la production. La production s'occupe de vendre sur un marché, et puis les gens après essayent d'avoir accès à ce marché-là. Mais il n'y a plus du tout une organisation de la fonction agricole et alimentaire au service de comment on nourrit le monde. On a coupé complètement ces deux choses-là. Production minière, il y a un petit adage aussi qui le résume bien. Peut-être vous connaissez le truc qui dit si un homme a faim, donne-lui un poisson et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher et Il mangera toujours. Et demain, il n'y aura plus de poissons dans la rivière. On retrouve... C'est de moi, pardon, mais je ne suis pas très connu. En fait, on retrouve des contrats de travail sur la fin il y a 250 ans, encore en France. Il y a des gens qui disent, écoutez, nous on veut bien venir travailler pour vous, là, pour une semaine, un mois, faire les travaux que vous demandez. Par contre, on refuse d'avoir du saumon à manger tous les jours, quoi. Parce que le saumon, c'est ce qu'il y a en accumulation dans les rivières, il y en a de partout, et puis on a tout bousillé, et puis après on s'est attaqué aux mers, enfin à nos côtes, et puis après les côtes des autres, et ainsi de suite. Bref, on est sur une logique où on a complètement déconnecté la fonction de nourrir durablement une population de celle de produire. En tout cas, la production n'est plus du tout orientée par la fonction alimentaire, mais simplement par s'enrichir ou survivre sur un marché donné. Moi, je vais réagir complètement face à tout ça en école d'ingénieur. Ça va me donner des boutons, je vais faire des crises d'urticaire quand je dois apprendre l'ensemble des colorants et des conservateurs de l'industrie agroalimentaire. On m'a demandé pourquoi je réagissais comme ça. Alors, je ne suis pas tout seul, on est peut-être une vingtaine sur des promos de 100 élèves à construire ensemble, à échanger. Je me dis peut-être que mon grand-père, il y est pour quelque chose. Il répétait souvent, surtout, on ne mange pas de purée mousseline. C'est pas très compliqué de faire de la purée. On prend des pommes de terre, on les écrase, on rajoute un peu de lait ou un peu de beurre et paf, ça fait une bonne purée. Mais on ne mange pas de purée mousseline. Il répétait ça souvent. Plus il avait vu, plus il répétait. Du coup, il répétait vraiment très souvent. Et au bout d'un moment, ça finit par rentrer. J'en ai discuté avec des gens qui bossent sur les questions d'alimentation et qui me disaient qu'en fait, c'est assez fréquent chez ces personnes-là, comme mon grand-père, qui est lui un immigré de première génération, qui est passé de la campagne à la ville, donc zone culture rurale, où la bonne alimentation, c'est une alimentation produite à partir de produits bruts à la maison, quoi. Et un refus total de tout industrialisation de l'alimentation, de tout produit transformé. Et arrivé en ville, là où la culture, c'est plutôt de minimiser son temps de préparation de l'alimentation pour pouvoir sortir, rencontrer des gens, aller à des conférences ou des choses comme ça.
Et ben, en fait, ça se construit dans un refus total de la culture de la ville et dans un rappel de sa culture rurale que de définir un bon repas comme un repas produit à partir de produits bruts à la maison. Mon grand-père, il était camionneur toute sa vie, ma grand-mère, elle faisait des ménages, et donc voilà, pour eux, une bonne alimentation, c'est ça. Et de la même façon, quand je discute avec lui aujourd'hui, ils sont toujours en vie, et je leur dis, mais pour moi, une bonne alimentation, c'est aussi une alimentation qui va soutenir un peu une autre agriculture et des produits qui préservent un peu l'environnement et qui vont avoir une qualité intrinsèque un peu meilleure. Voilà, la réponse est claire et nette, quoi. C'est non, mais ça, c'est pas pour nous, quoi. C'est impensable de manger bio ou d'aller acheter des produits pour à peu près la même chose plus cher, quoi. Nous, on est pauvres, hein, on est ouvriers, on était ouvriers toute notre vie. Ces trucs-là de label et bio, c'est pour les cadres, hein, ceux qui pètent un peu plus haut que leur cul et qui vont nous donner des ordres toute notre vie pour nous faire chier et puis se prémunir avec leur beau salaire qui préserve l'environnement. Mais c'est pas pour nous. Et il y a un rejet total, aujourd'hui encore, chez mes grands-parents, de toute une idée qui serait de payer un peu plus cher pour son alimentation par rapport à ces questions-là. Et en fait, c'est la même chose qui se joue que sur la façon dont ils définissent un bon repas. C'est-à-dire qu'un bon repas, c'est une question d'identité, en fait, de rattachement à une culture paysanne quand on est arraché à celle-ci. Hein. Ils étaient tous les deux fils et filles de paysannes envoyés à la ville pour travailler, pour trouver du métier, parce que c'est d'autres personnes qui ont repris les terres. Et puis, c'est une question de positionnement social dans la société que de se définir une culture alimentaire par rapport à son milieu, par rapport à ce qui fait sens. Et ça fait absolument pas sens pour eux de mettre un petit peu plus cher dans leur alimentation, alors qu'ils ont des retraites à peu près convenables par rapport à la définition de là où on met son emploi. Donc moi, je vais quand même réagir extrêmement fort face à tout ça. Et ce qui est chouette, quand on est en école d'agronomie et qu'on n'a pas du tout envie de ce pourquoi on est formé, c'est qu'en face, il y a la solution. Hein. Il y a la solution et donc si on a envie de combattre tout ce complexe agro-industriel, c'est super facile. On nous dit, écoutez, il faut construire des circuits courts, de la fourche à la fourchette. C'est le truc où on va essayer de rapprocher la connaissance entre la production et la consommation. Il y a tout ce qui va être agriculture bio, où on va casser toutes les béquilles de pesticides et d'engrais azotés qui vont permettre toute la surproduction que le complexe agro-industriel met en œuvre pour nourrir 12 milliards d'habitants aujourd'hui, alors qu'on n'a pas du tout besoin de nourrir 12 milliards d'habitants. Et puis, il y a tout ce qui va être commerce équitable. Commerce équitable, on va chercher à construire des filières, hein, nord-sud, mais aussi nord-nord chez nous, des filières dans lesquelles la valeur ajoutée qui reste sur la ferme et qui permet de rémunérer le travail des producteurs, des productrices, va être à peu près convenable, comme notamment les AMAP, comme vous avez un stand là-bas, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où au lieu d'acheter des produits, au lieu d'acheter des fruits et légumes, on prend en charge une part du salaire de celui qui travaille sur l'année, et puis lui, il nous met les fruits de son travail dans le panier, et puis voilà, peu importe ce qu'il y a suivant la saison, c'est l'idée de base. Les AMAP, on va changer des choses complètement différentes. Moi, je vais grandir intellectuellement, fin des années 2000, dans cette fable-là. Cette fable qu'on peut construire des circuits courts, passer en bio, construire d'autres filières agricoles et alimentaires, et on va transformer le système alimentaire. Je vais en revenir, et j'y crois plus du tout. Mais le monde tel que je le vois, dans lequel je suis formé, c'est celui d'une forme de dualisation de l'agriculture. Dualisation avec deux mondes complètement différents, qui ne se parlent pas. Et puis là, on a les bons, ceux qui ont compris ce qu'il fallait faire si on voulait transformer les questions agricoles et alimentaires, à la fois dans ceux qui produisent et puis dans ceux qui mangent ces produits-là et qui consomment et qui soutiennent ces formes de production. Et puis là, il y a les mauvais, ceux qui n'ont pas compris, qui sont encore bloqués dans le complexe agro-industriel et tout ce truc-là. Je vais me lancer du coup dans la vie active, il paraît qu'on est inactif quand on est étudiant. Je vais me lancer dans la vie active avec cette idée-là de faire avancer tout ça et puis de travailler pour la souveraineté alimentaire.
Je vais commencer par travailler dans une association de développement de l'agriculture bio. Je vais continuer en circuit court à Montpellier. Je vais travailler dans l'installation aussi de paysannes et de paysans pour reprendre et lutter contre l'érosion. On est passé en dessous de 400 000 agriculteurs et agricultrices qui restent en France il n'y a pas longtemps. La Confédération paysanne, syndicat agricole qui promeut une agriculture paysanne et souveraineté alimentaire, dit qu'aujourd'hui on a besoin de minimum 1 million de paysans et de paysannes si on veut pouvoir généraliser une agriculture qui nous conviendrait à peu près. On est passé en dessous de 400 000, donc l'installation qui est extrêmement importante. Et je vais bosser sur l'agriculture urbaine aussi, un peu à l'étranger, sur des voyages. Je vais être ouvrier agricole pendant plusieurs mois aussi, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans le Gard, sur un domaine viticole en bio. Et puis je vais être prof de bio pendant 1 an. J'ai toujours pensé un peu être prof, donc je m'intéressais à voir ça. Et je vais arriver en janvier 2015 à la Confédération paysanne nationale, donc syndicat agricole dont je viens de parler. Et je suis animateur technique. Alors en gros, c'est un boulot d'attaché parlementaire, où on fait les petites mains du syndicat pour élaborer les positions politiques, les argumentaires et ainsi de suite. C'est pas fictif comme boulot. On est 6-7 à faire la même chose et à se répartir le portefeuille de dossiers de la conf. Et moi, je bosse sur tout ce qui est relocalisation. Donc relocaliser les systèmes de production, reconnecter agriculture et alimentation sur les territoires. Tout ce qui est agriculture bio et tout ce qui est installation de jeunes paysans et paysannes. Et là, je vais déchanter complètement. Dans ma commission relocalisation, il y a plein de paysannes et paysans qui arrivent un peu partout en France et qui disent en fait, là, c'est la merde les circuits courts quand même. On fait 3 métiers, on produit, on transforme, on vend. La semaine, elle est blindée, elle est hyper segmentée par toute l'organisation de ces différentes tâches-là. On court de partout. Et au final, on s'en sort pas mieux. Ouais, dans les années 2000, ça marchait super bien. Mais là, aujourd'hui, ça commence à être franchement limite. En bio, même constat, il y avait 20% de rémunération supplémentaire pour les agriculteurs en bio. Donc 20% de plus que quelque chose qui rémunère quasiment pas du tout. En tout cas, ça leur permettait de s'auto-exploiter joyeusement et de vivre après correctement. Mais là, ces 20%-là, ils ont disparu. En tout cas, on est au début, en 2015, du moment où ça commence à disparaître. Les chiffres vont le montrer un peu après. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de surrémunération pour les agriculteurs et agricultrices qui sont en bio par rapport aux autres. Alors qu'on reste sur une question d'offre largement inférieure à la demande. C'est pas le marché. C'est pas le marché qui fait le prix en agriculture. Et dans la commission installation dont je m'occupe, donc comment on fait pour lutter contre cette déprise agricole, il y a de plus en plus de paysannes et de paysans qui arrivent et qui disent il faut arrêter d'installer des gens sur nos systèmes. On va tous se faire de la concurrence et on va tous se casser la gueule. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, c'est pas l'offre et la demande qui vont faire les prix. C'est la façon dont Complexe agro-industriel arrive à récupérer tout ce qu'on fait et s'en emparer pour venir grignoter et remettre en place toute une logique de récupération de la valeur ajoutée. Et dans les années 2000, cette fable-là, comme quoi il fallait changer de système pour s'en sortir, ça marchait, parce qu'il y avait quelques pionniers qui le faisaient et qui arrivaient à trouver des bassins de consommateurs militants qui soutenaient un peu tout ça, qui ont soutenu tout ça. Et à partir du moment où ça a grossi un petit peu, en fait, quand on passe de 2, 3 à 5 à 10% de l'alimentation qui va se produire là-dedans, il y a toute la logique d'économie d'échelle qui va venir se remettre en place et grignoter tout ça. Et on va se retrouver avec l'industrialisation de l'agriculture bio, qui va organiser des fermes extrêmement fortes, des attaques contre le cahier des charges qui vont être mises en place pour permettre des pratiques beaucoup moins intéressantes d'être labellisées, donc de venir concurrencer les pratiques qui existaient auparavant en agriculture bio. Et puis des fermes immenses qui vont se mettre à passer au bio avec des techniques complètement différentes, des économies d'échelle pareilles. La CICA de Saint-Paul-de-Léon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation de producteurs en Bretagne qui rassemble à peu près 1000 fermes
et qui produit 40% des légumes bio vendus en France, en circuit long. Donc ils inondent le truc avec une organisation industrielle de la production, et face à ça, le maraîchage diversifié n'est pas du tout compétitif, et il pose les prix, et il nivelle les prix par le bas. Dans les questions des circuits courts, hein, vous avez la ruche qui dit oui, qui va venir. C'est Xavier Niel, hein, à qui ça appartient, qui va pouvoir mettre un peu d'investissement pour organiser la récupération. On n'est plus du tout sur des fermes diversifiées, petites ou quoi, et c'est des fermes beaucoup plus grosses qui vont renvoyer une partie de leur production, mais avec des coûts de production beaucoup plus bas, et qui vont apporter des paniers de légumes un peu de partout, à des prix complètement différents de ceux des AMAP. Et du coup, on va se retrouver pareil, avec un nivellement vers le bas, et quand vous demandez à un producteur, à une productrice comment il fait son prix, personne se dit tiens, ça me coûte tant de l'heure, il me faudrait tel salaire, donc je vais le vendre à tel prix. Non, aucun producteur fait ça aujourd'hui. Ils vont voir ce que font les autres et puis ils s'alignent, hein, parce que sinon ils ne vendront pas. S'ils commencent à réfléchir à combien il faudrait qu'ils vendent pour s'en sortir à peu près. Et du coup, on se retrouve avec une grosse difficulté aujourd'hui, et donc des paysans qui disent il faut limiter, il faut arrêter les conversions en bio pour qu'on puisse garder la main sur ces choses-là. Il faut arrêter d'installer sur ces circuits parce que c'est pas les types de consommation qui vont pouvoir nous permettre de continuer de développer tout ça. C'est bouché. Il y a un plafond de verre qu'on a atteint, pas encore partout tout le temps, mais globalement ça devient la merde. Et là c'est encore pire. Donc ça c'était en 2015-2016 qu'on faisait cette analyse-là. Mais en 2021, pour la première année, il y a eu une baisse de la consommation en circuit court et une baisse de la consommation en bio. Et on est aujourd'hui sur tout un tas de fermes structurées pour vendre en local et qui vendent en bio et ainsi de suite, qui sont économiquement vraiment en danger. Des biocops qui licencient à tour de bras et ainsi de suite. Toute la mise en place des Carrefour bio, des Leclerc bio, ça va avec des pratiques plus du tout éthiques, va faire en sorte que ça casse les prix. Il n'y a plus des contrats organisés durablement avec les producteurs, et donc il y a des prix moins chers, et puis les consommateurs, à un moment donné, Biocop c'est quand même 20% plus cher que le Carrefour bio qui s'est monté, et donc ils sortent des circuits historiques construits avec un peu d'éthique, avec un peu de logique, et ils vont, et voilà, ça met en place de la concurrence, ça met tout en tension, et là, on est économiquement à un point très dangereux de bascule et de maintien simplement du 15-20% de production agricole alternative qu'on a. Et donc je reviens en 2016, quand on fait le constat de tout ça, que ça va arriver, quand on commence à sentir dans pas mal de régions cette logique de plafond de verre. Et bon, ce qui est chouette quand on a la Confédération Paysanne, c'est que notre objectif, c'est pas uniquement de développer tout ça, d'en mettre le plus possible un peu de partout. C'est aussi de transformer les politiques pour que l'ensemble de la production aille vers ça. Et donc on va voir Monsieur le ministre, Stéphane Le Foll, je ne sais pas si vous voyez qui est-ce. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Stéphane Le Foll, dernier ministre de l'Agriculture en France. Il n'y en a plus depuis, tout est décidé à l'Élysée. Et donc Stéphane Le Foll, il parle d'agroécologie. Écoute, c'est cool, ça fait même plutôt plaisir dans la bouche d'un ministre d'entendre ça, c'est la première fois qu'on entend ça. Pour autant, tu parles aussi de ne pas opposer les modèles en agriculture. Là, on n'est pas trop d'accord. On n'est pas trop d'accord parce que cette logique de dualisation de l'agriculture, tous ceux qui mettent en place l'agroécologie que tu promeus depuis 5, 10, 30, 40 ans sur le terrain, là, ils commencent à être plutôt en galère, donc il va falloir arrêter avec l'idée de ne pas opposer les modèles et casser un petit peu toutes les normes mises en place par l'État qui sont au service de tout ça pour faire avancer tout ça un peu plus fort, parce que là, ça ne va pas tenir. Bon. Pourquoi vous voulez que j'oriente l'agriculture? C'est pas mon rôle. Moi, je suis ministre de l'Agriculture. Mon rôle, c'est de m'assurer que les choix des Françaises et des Français soient respectés. Aujourd'hui, si les gens veulent défendre l'agroécologie, que je défends et que vous défendez, ils achètent ces produits-là. S'ils ont envie de défendre quelque chose d'un peu plus efficace économiquement, ils vont acheter ces produits-là. Mais
À partir du moment où les gens ont le choix. Je ne vois pas pourquoi l'organisation politique devrait s'intéresser à tout ça. Là, on se rend compte que c'est pire que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas en train de remettre en cause le complexe agro-industriel, mais en plus de ça, on sert de caution au système politique pour se déresponsabiliser de toute orientation politique et tout transférer sur le plan de l'économie, et tout laisser aux personnes, producteurs, consommateurs, qui vont s'engager pour orienter les choses, et dire que c'est à eux d'orienter et d'organiser la suite pour les questions agricoles et alimentaires aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est plus une logique de pousser tout ça, ça devient un complément de gamme qui permet d'occuper les plus excités sur les questions environnementales et écologiques, auxquelles Stéphane Le Foll va répondre droit dans les yeux à des gens qui lui parlent de sortie des pesticides, il faut interdire le glyphosate et d'autres choses, il va répondre et si vous êtes contre les pesticides, passez en bio. Destruction de toute la réflexion politique, de toute la pensée de la construction de notre système agricole et alimentaire, et tout n'est qu'action d'acteurs individuels, économiques, qui vont se battre sur le plan de tout ça pour organiser ça. Et donc, cette dualisation de l'agriculture, ce double modèle, c'est plus juste un état des lieux, c'est devenu un projet pour le monde libéral aujourd'hui, c'est leur façon d'orienter l'agriculture en disant, c'est leur façon de penser la durabilité de tout ça. C'est d'avoir un petit complément de gamme écolo qui permet de nourrir les riches, d'acheter la paix sociale et de faire continuer tout le reste. Et c'est vraiment devenu cet arbre qui cache la forêt, qui permet de dire qu'on fait un peu quelque chose. Et quand je dis que c'est un projet, c'est qu'on le retrouve, par exemple, dans un petit document qui s'appelle « Rapport pour la libéralisation de la croissance ». Pauvre croissance, elle est enchaînée, tout ça. C'est écrit pour Jacques Attali en 2008. Vous savez qui est-ce qui écrit ça? Quelqu'un de pas très intéressant, vous voulez oublier son nom, Emmanuel Macron. Et donc ce gars-là, il écrit en 2008 pour libéraliser la croissance, libérer la croissance, son projet pour l'agriculture. Son projet pour l'agriculture, c'est ça. C'est ça à fond, et continuer dans la logique mise en place par le général de Gaulle, après son coup d'État de la Ve République en 60, d'utiliser l'agriculture comme une variable qui va permettre de rééquilibrer la balance commerciale française, et donc de moderniser l'agriculture pour pouvoir exporter le plus possible des produits à bas coût dans le monde entier, quitte à affamer le monde. C'est ce qui se passe quand on cherche à nourrir le monde, on l'affame. Il faut arrêter avec cette idée que c'est à nous de produire pour nourrir les autres, parce qu'on détruit complètement les agricultures vivrières qui sont dans les pays quand on apporte des céréales pas chères dans ces pays-là. Donc, on continue dans cette logique-là à fond, avec robotique, numérique et nouveaux OGM, tout le triptyque qu'il a mis en place dans son projet agricole. Et là, on est sur une énorme subventionnement de toute la transition numérique de l'agriculture et de la robotisation qui arrive. Parce qu'il faut continuer à pouvoir produire pas cher pour gagner des marchés et pour rééquilibrer la balance commerciale française. Et par contre, Emmanuel Macron, il est à fond pour l'agroécologie et pour des petites fermes et tout ça, parce que ça permet de nourrir les riches comme ils l'entendent, c'est très bien, ça achète la paix sociale. Il ne l'écrit pas, mais on sent bien que c'est présent, cet idée d'arbre qui cache la forêt. Il va même jusqu'à écrire, lui par contre, un texto. C'est important de garder tout ça pour le tourisme. Oui. Parce que ça permet de développer l'attractivité touristique de la France. Donc merci à tous et toutes ici qui travaillent sur mettre en place une autre agriculture, participer à cette libération de la croissance française. L'atelier paysan est une coopérative sur les questions de machinisme agricole. Ils ont écrit leur manifeste l'année dernière, reprendre la terre aux machines. Et je leur pique l'expression qu'ils prennent là-dedans, qui est pour moi un bouquin fondamental sur les questions agricoles aujourd'hui. Et ils disent tout ça là, c'est des alternatives inoffensives. Des alternatives indispensables. Indispensables parce qu'elles nous permettent ne serait-ce que de faire de l'éducation à l'alimentation et de comprendre c'est quoi la différence de goût entre ça, et de s'émanciper aussi de toute la saturation des goûts en gras, en sel, en sucre que va nous proposer le complexe agro-industriel. Donc c'est indispensable de continuer, mais c'est inoffensif dans sa capacité à remettre en cause le complexe agro-industriel, et c'est inoffensif parce que c'est récupéré à une place donnée dans le complexe économique, et ça nous laisse comme complément de gamme
de tout le reste pour celles et ceux qui ont les moyens de s'acheter ça. Là, il y a un paysan qui va rentrer dans mon bureau et qui va me dire, Mathieu, t'arrêtes tout ce que tu fais là. T'arrêtes tout ce que tu fais et tu vas parler de ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris, il a fallu qu'il m'explique longtemps. Ce paysan, c'est Emmanuel Haz. Il est producteur dans le Lot-et-Garonne, producteur de fruits, arboriculteur. Il est à l'époque secrétaire national de la Confédération paysanne, donc c'est mon patron, quoi. Et lui, il va développer pour la première fois un travail sur l'alimentation dans la Confédération paysanne, un travail sur la fonction politique de l'alimentation. Et donc, il va me dire, bah écoute, en fait, on est piégé dans cette dualisation de l'agriculture, dans ce projet qui nous enferme à être une part de marché au lieu d'être une façon de demander une transformation globale d'un système agricole et alimentaire. Et si on veut sortir de ce piège-là, eh ben, il faut produire une idéologie complètement différente pour sortir du marché. Et une façon de reconnecter et de produire autre chose, eh ben, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, il faut remettre au cœur de l'organisation de notre système agricole et alimentaire qu'est-ce qu'on veut manger. Parce que à se battre pour la vertu de ce système-là, l'idée que ce serait meilleur et autre, bah, on nous renvoie vers le marché pour défendre la vertu dans l'organisation économique. Par contre, on sait que la société dans son ensemble, dans son extrême majorité, a envie d'aller vers ça. Personne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais mettre des pesticides dans l'assiette de mes enfants ». De la même façon, aucun producteur se lève en disant « Cool, aujourd'hui c'est le jour des traitements, je vais pouvoir aller défoncer les rivières ». C'est des choix contraints par une organisation économique à un moment donné qui fait que ça va se mettre en place. Mais en fait, on sait que globalement, plus de 70-80% de la société a envie d'aller vers ça. Et donc, Manu va dire, en fait, il faut qu'on sorte de cette politique de l'offre dans laquelle on est, qui va s'occuper de structurer la production, et mettre en place une vraie politique de la demande alimentaire, d'organiser collectivement, démocratiquement, une réflexion sur ce qu'on veut manger, et donc passer, c'est le titre de la conférence, non plus de la fourche à la fourchette, mais remettre les choses dans le bon ordre, de la fourchette à la fourche, et de dire que c'est ce qu'on veut manger tous et toutes qui doit déterminer ce qu'on produit. Et donc d'organiser en tant que citoyen, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut manger, et d'être légitime derrière, politiquement, pour orienter tout le système de production agricole et alimentaire en fonction de ça. Et donc le travail qu'on va faire va arriver à dire, si on veut transformer l'agriculture complètement, un des moyens de le faire pour sortir de cette dualisation de l'agriculture, c'est de dire on veut organiser la demande alimentaire, le besoin alimentaire, ce que les gens veulent manger, et c'est ça, un travail démocratique autour de cette question-là, qui doit par la suite orienter les questions agricoles et alimentaires. C'est dire aussi, en tant que producteur, on est producteur, on est là parce qu'il y a des gens qui achètent, et donc c'est celles et ceux qui ont l'usage de tout ce qu'on va faire qui doivent définir collectivement, démocratiquement, la production. Et s'organiser à partir de là. C'est passer sur la politique de la demande, c'est reconnecter la fonction alimentaire de la fonction productive. Et arrêter cette déconnexion que met en place le système libéral, où ce serait le marché qui oriente entre les deux. Dire, c'est une organisation de ce qu'on veut produire, de la fonction sociale de l'alimentation, de l'agriculture, qui est de nourrir au service de la production. C'est la logique de réencastrement de Karl Fogel. On va travailler là-dessus un petit moment, et puis on va retourner voir Stéphane Le Foll avec ça. En lui disant, bon, écoute, ton truc de dualisation de l'agriculture, là, ça marche pas du tout. On sait très bien que les gens pensent pas du tout pareil avec un porte-monnaie dans la poche que par rapport à ce qu'ils voudraient, pour tout un tas de raisons, de choix qui sont contraints. On trouve pas les produits toujours, on n'a pas toujours l'argent qu'il faudrait, on a envie parfois
de se faire plaisir avec autre chose et on va rogner sur le budget alimentaire. Puis des fois, c'est des produits qui ne nous correspondent pas, hein, pour autant. Donc, ça ne marche pas, ton truc là. Et puis surtout, hein, pourquoi ça ne marche pas, la consommation, et pourquoi il faut absolument lâcher ça, c'est parce que ce n'est pas du tout un pouvoir. Il y a des gens qui nous racontent qu'on peut changer les choses avec la consommation. Avec la consommation, tout ce que vous pouvez faire, hein, comme le titre de l'association qui est là-bas de la map, c'est maintenir les choses en place. Mais avec la consommation, vous ne pouvez pas attaquer les SAFER. Les SAFER, c'est l'organisme qui dirige les terres agricoles, donc c'est les moyens de production. On essaie de dire, quand il y a une ferme qui part, on va privilégier de la renvoyer vers l'agro-industrie, et vous avez beau avoir envie, vous ne pouvez pas vous exprimer en achetant des produits qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas produits, et vous n'avez pas le pouvoir de décider de à quoi vont servir les 27 millions d'hectares qui nous nourrissent aujourd'hui, qui font la ferme France. Donc on lui dit un peu tout ça, quoi. Ça marche pas son truc, et on lui explique un peu comment nous on voit les choses, de simplement démocratiquement demander aux gens ce qu'ils ont envie, et qui sera légitime derrière pour mettre en place sa logique d'agroécologie et transformer les choses. Ouais. Ok, admettons qu'on fait ce que vous dites là. On organise une grande réflexion sur l'agriculture et l'alimentation, et on se rend compte que les gens, ils ont envie de produits un peu plus sains. Bon, on peut transformer l'agriculture effectivement vers tout ça, hein. Accompagner les agriculteurs dans leur transition, subventionner un peu mieux tout ça, rééquilibrer, interdire ces trucs-là. Ouais, en 4-5 ans, on peut transformer, puis demain, faire en sorte qu'il n'y ait plus de nitrates dans les rivières françaises et transformer toute notre production vers un peu plus d'agroécologie. Ok, ça on peut faire. Mais il y a un truc qui ne marche pas dans notre système. Qu'est-ce qu'ils vont manger, les pauvres ? On n'y avait pas pensé. C'était absent complètement de la réflexion de la Confédération paysanne, qui milite pour la généralisation d'une agriculture paysanne. Comment les gens vont pouvoir avoir accès économiquement à toute une quantité de produits qui, à un moment donné, coûtent plus cher. Ils coûtent plus cher, et c'est bien normal, parce que c'est le respect de l'environnement qui est derrière, c'est une rémunération correcte des agriculteurs, des agricultrices. Et en fait, Stéphane Le Foll, il insiste, hein, en sa phrase texto, ça va être « l'agriculture industrielle est nécessaire aujourd'hui pour nourrir les pauvres ». Il insiste sur le fait que la dualisation de l'agriculture, elle va de pair avec une dualisation de l'alimentation, avec le fait qu'on a complètement segmenté la société entre celles et ceux qui peuvent manger quelque chose de correct et tous ceux qui sont dépendants du complexe agro-industriel pour se nourrir, et que c'est impossible. Un sondage du Secours populaire en 2020, sondage Ipsos pour le Secours populaire, dit que 40% de la population française aujourd'hui est dépendante du complexe agro-industriel pour se nourrir avec une alimentation à bas coût. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la modernisation de l'agriculture mise en place dans les années 60, elle a permis ce rééquilibrage de la balance commerciale française, mais elle nous a aussi, hein, c'est un de ses objectifs, habitués à une alimentation à bas prix, à bas coût. Et en fait, à cette logique, hein, pour parler en termes marxistes, de baisse du coût de renouvellement de la force de travail, c'est-à-dire qu'on va chercher constamment comment faire pour qu'on puisse payer le moins cher possible les ouvriers qui viennent, pour avoir le plus de valeur ajoutée qui passe dans la main des propriétaires des moyens de production, et donc faire en sorte qu'on puisse payer le moins cher possible les ouvriers, faire en sorte qu'ils se nourrissent le moins cher possible. Et il va y avoir un vrai objectif dans toute cette logique du complexe agro-industriel d'industrialisation de l'alimentation, de nous faire payer la nourriture moins chère et de nous habituer à ça. Et sauf qu'aujourd'hui, du coup, les salaires ont baissé en conséquence et c'est quasiment impossible pour 40% de la population de sortir de ça et de sortir d'un système où l'alimentation est devenue une variable d'ajustement. Une variable d'ajustement, hein, où toute cette baisse de la part de l'alimentation dans le budget des ménages a été remplacée par des dépenses contraintes, par les loyers, par l'énergie, par des choses qu'on est obligé de payer, alors que tous les autres postes, les habits, les loisirs, les transports, vont stagner. C'est pas ça, c'est pas ces postes-là qui ont récupéré la baisse de l'alimentation, c'est les loyers et les dépenses énergétiques contraintes par le mode de vie dans lequel on est. Et donc,
très compliqué de se battre contre ça, et encore plus individuellement, hein, là où l'alimentation, ça va être quelque chose d'invisible, alors que on voit comment vous êtes habillé, on voit la voiture que vous avez pour vous déplacer, et ainsi de suite. Et donc, l'alimentation reste le truc qui passe après tout. Et du coup, on se dit, ça fait pas trop sens, en fait, pour la Confédération paysanne, ça fait pas trop sens de dire, tiens, on va transformer toute l'agriculture, et puis 40% de ce qu'on va produire, on va chercher des marchés à l'export pour le vendre, et puis la rémunération de celles et ceux qui ont produit ça dépendra de notre capacité à trouver des gens qui veulent bien acheter ça à l'étranger. Et puis on va importer 40% de malbouffe, entre guillemets, hein, avec les gros guillemets, pour nourrir les plus pauvres d'entre nous, au prix auquel ils peuvent le payer. Ça ne construit pas vraiment une durabilité de système alimentaire. Hein. Déjà, ça crée des transports et des échanges assez fous. Et puis en plus, ça nous laisse dépendants de n'importe quel enjeu géopolitique. C'est pas très intéressant pour les paysannes et les paysans d'avoir ça comme objectif. Et donc la Confédération paysanne va dire, si on veut construire un système alimentaire durable, il faut que celles et ceux qui soient le territoire aient pu dire ce qu'elles voulaient manger, hein, et orienter ce qui va être produit avec la demande alimentaire, parce que si on produit des choses qui ne conviennent pas à ce que les gens veulent manger, ils ne vont pas les acheter non plus, donc ça ne marche pas. Et puis, il faut penser des politiques qui permettent l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité, à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces choses-là. Ça va être la fin de mon travail avec la Confédération paysanne sur cette question. J'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an là-dessus. Et on va finir sur la nécessité, pour penser le projet de transformation agricole, de mettre en place des politiques d'orientation de la production par la demande, par un travail démocratique et d'accès de tous. Donc, on parle de démocratie économique, hein, que tout le monde puisse dire ce qui doit être produit, de démocratie sociale, que tout le monde puisse avoir accès à ce qui est produit, indispensable pour penser la construction d'un système alimentaire durable, pour penser une transformation de notre système agricole et alimentaire de façon durable. Je vais m'arrêter là avec la Confédération paysanne. Et la Conf va plus trop travailler là-dessus. Et moi, je vais me rapprocher d'un autre organisme agricole de développement qui s'appelle Réseau CIVAM. C'est un mécanisme d'éducation populaire sur les questions agricoles et alimentaires, qui avait fait en fait cette même réflexion 2-3 ans auparavant, en silo. On n'avait pas forcément échangé. Et eux, ils s'étaient intéressés après par la suite à qu'est-ce qu'on appelle une alimentation de qualité. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça? Sachant que pour la Conf, c'était assez simple. Hein. Une alimentation de qualité, c'est une alimentation à partir de produits qui sortent des fermes de la Conf. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, ce qu'on appelle une alimentation de qualité. Et donc, grâce aux travaux de Réseau CIVAM, notamment menés par Jean-Claude Balbo, qui est un paysan dans le Finistère, je vais m'intéresser à ces questions et rencontrer ce qu'on appelle les 4 fonctions de l'alimentation. En gros, c'est de dire ce qui va construire leur logique au sein de Réseau CIVAM, hein, c'est de dire qu'il y a 4 fonctions principales auxquelles doit répondre l'alimentation pour qu'on puisse parler de qualité. Et il y en a une primordiale avant, hein, qui est de dire un produit de qualité, c'est d'abord un produit qui est accessible. Et la première des qualités de l'alimentation, c'est son accessibilité. On n'en a rien à foutre que votre caviar, il soit bio, local, éco-responsable ou je ne sais quoi. À partir du moment où il est trop cher et qu'on ne s'achètera pas, on s'en fout. C'est pas un produit de qualité, c'est un produit de distinction sociale. C'est un produit qui permet à certains de montrer en quoi ils sont différents du reste de la société parce qu'ils peuvent s'acheter des produits qui sont plus chers. Et donc si on veut penser la qualité, c'est d'abord la question de l'accessibilité qu'on doit mettre au cœur pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse discuter collectivement de la qualité qui est produite. Ça, c'était leur entrée, bien tranchante. Et puis donc la deuxième chose, c'est de dire, après, discutons de la qualité. Et donc, discutons de ces 4 trucs-là. Est-ce que vous avez des idées? C'est quoi les fonctions de l'alimentation? C'est quoi qui va produire la qualité d'une alimentation? À quoi ça sert de manger? Ouais, c'est la première des fonctions. Une fonction qu'on appelle biologique, hein, de l'alimentation. Donc voilà, pouvoir avoir l'énergie nécessaire, les nutriments nécessaires pour être en bonne santé, pour se nourrir, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Par rapport à cette fonction-là, la dualisation de l'alimentation, c'est assez catastrophique. Hein. C'est toute une partie de la population
qui est mise face à des enjeux de santé extrêmement violents. On l'a vu au moment du Covid et la façon dont certains collèges ont perdu. Enfin, il y a eu des collèges dans lesquels il y avait 20 ou 30% des élèves qui avaient perdu des parents au moment de la crise du Covid. Il y a un vrai lien entre la qualité de l'alimentation à laquelle on a accès, on peut manger, et la santé qui va se remettre en place, même s'il y a des gens qui, de façon très sournoise et dans une logique qu'on peut appeler la fabrique de l'ignorance, comment on va produire des contre-études pour nier tout lien entre alimentation et santé et tout ça. Et pour autant, il y a quand même tout un tas de chercheurs et de chercheuses qui montrent que oui, à la fois dans la quantité de produits qui sont sans pesticides et ainsi de suite, et qui sont hors de l'ultra-transformation de tout complexe agro-industriel, quand on sort de ça, on a quand même des avantages d'un point de vue santé, au moins sur 4 points: cancer, obésité, diabète et maladie cardiovasculaire, qui est notable aujourd'hui d'un point de vue statistique. Donc des enjeux en termes de santé extrêmement importants. Quoi d'autre? Pourquoi on mange? On mange pour se faire plaisir. Ouais, carrément. Carrément. Il y a plusieurs plaisirs dans l'alimentation. C'est quoi les plaisirs de l'alimentation? Le goût, ouais, tout ce qui va être organoleptique, hein, le goût, la vue, l'odorat, découvrir des saveurs et ainsi de suite, ouais. Le partage, alors ça c'est encore autre chose. Là je parle des plaisirs même si on mange tout seul. La satiété, ouais, ça c'est un sacré plaisir de l'alimentation. De ressentir la notion de « Ah, c'est bon, j'ai fini, tout va bien, j'ai plus besoin de manger. » Ouais. Plaisir émotionnel, Ouais, alors, pareil, Joker, un peu comme le partage, j'y reviens après. Le premier plaisir de l'alimentation, qui est différent de la notion de satiété, c'est celui de couper la sensation de faim. C'est hyper désagréable d'avoir faim. Et d'avoir l'estomac qui crie, c'est pas tout à fait, mais pouvoir manger quand on a faim, c'est quand même cool. Et puis il y a encore autre chose sur la notion de préparation et ainsi de suite, de connexion aussi de préparation des repas. Je reviens juste sur la notion de satiété. J'ai fini mon assiette. J'essaie. Mais en fait, avec moi, il n'y a pas de suspense. Hein. Je finis toujours mon assiette. Je suis incapable d'en laisser. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, là, ici. Mais si jamais on m'apporte une assiette et qu'il y en a un peu trop, c'est plus du tout un plaisir de manger. Ça devient une forme d'épreuve sportive où je ne m'arrêterai pas et je ne reprendrai pas autant que je n'ai pas fini l'assiette. C'est complètement con. Hein. La seule différence entre en laisser dans l'assiette forcé à finir, c'est que la poubelle, elle aura pas mal au ventre. Mais ouais, la gourmandise, c'est un plaisir. Après, la gourmandise, ça peut aussi devenir une forme de drogue. Hein. Il y en a qui considèrent que dans le plaisir de l'alimentation, il y a aussi toute une fonction de compensation qui a tout un tas de raisons et de bonnes raisons d'être pour plein de choses qu'il n'y a pas à gérer. Mais par contre, ça joue le rôle aujourd'hui d'une forme de drogue en fait où on surconsomme, et notamment sur les attraits gras, sucre et sel, et que vont mettre l'agro-industrie de partout. Et on est trompé tout autour de cette question, on ne se pas de la fabrique de l'ignorance autour de ça, en disant que tout va bien, notamment le sucre, hein, en faisant croire que le sucre n'est pas si dangereux que ça, c'est une catastrophe d'un point de vue alimentaire. Mais là, si je reviens sur la satiété, c'était pour dire cette question de finis ton assiette, hein, c'est une violence qu'on fait au corps qui est innommable. On apprend aux gens à respecter des injonctions sociales plutôt que d'écouter leur corps pour avancer. Moi, je ressens la notion de satiété, mais je ne vais pas l'écouter. Et j'ai une amie, elle, dont le cerveau n'a pas développé cette notion-là. C'est-à-dire que le message nerveux qu'envoie l'estomac au cerveau en lui disant « c'est bon, je suis rempli, tu peux t'arrêter de manger », n'est pas décodé par le cerveau parce qu'il y a eu une annulation en toute son enfance de ça en disant « tu finis ton assiette et tu ne te poses pas de questions ». Et elle réapprend à l'âge adulte à retravailler, à rééduquer son cerveau pour découvrir cette notion-là. J'ai adoré cet article du Gorafi. Gorafi, c'est un journal satirique
Et le titre c'est « Les enfants qui meurent de faim dans le monde remercient le petit Pierre, 10 ans, d'avoir fini sa soupe. » Il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien. Le gaspillage n'est pas un problème, d'accord, et j'insiste là-dessus, le gaspillage alimentaire, c'est pas grave, d'accord, c'est vraiment pas grave, c'est pas un problème, c'est une fausse idée de nous faire croire que le gaspillage c'est grave. Le gaspillage, c'est la conséquence d'un problème, d'accord, et donc il ne faut pas s'attaquer aux conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Et la cause du problème, elle est là. Le problème, c'est la surproduction. Si on gaspille, c'est parce qu'on surproduit, c'est pas parce qu'on consomme mal ou qu'on mange pas assez. Non, on mange déjà trop. Donc si on veut lutter contre le gaspillage, eh ben, on organise la demande alimentaire et on met en place, en fonction de ça, des productions qui vont permettre de répondre avec des quotas. Et le projet de base de la Confédération paysanne, c'est de dire on produit autrement, mais on met en place des quotas répartition pour que tout le monde vive correctement et on ne produit pas plus. Et là, on évite le gaspillage, on arrête de produire plus. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le complexe agro-industriel, c'est son idéologie de dire « ouais, mais regardez, on va donner nos produits qu'on a en plus aux pauvres dans les pays du Sud ou aux pauvres chez nous via l'aide alimentaire pour se présenter comme nourriciers et ainsi de suite. » Alors qu'en fait, tout ce qui les intéresse, c'est qu'on puisse interdire d'avoir des quotas qui vont orienter la production en fonction de ça et d'être en surproduction constante. Donc d'un côté, il y a un problème de surproduction, et de l'autre, il y a un problème de pauvreté. Donc on s'attaque aux deux de façon séparée, mais arrêtez l'idée que la lutte contre le gaspillage pourrait permettre de rendre vertueux la surproduction pour nourrir les plus pauvres, ce qui ne se fait pas. Il y a deux autres fonctions qui ont été du coup un peu abordées, par là et par là. Ouais, la convivialité, le partage, ce qu'on va appeler la fonction sociale de l'alimentation. La fonction sociale, donc, c'est cette notion de copain dont je parlais tout à l'heure. En quoi manger ensemble, ça nous insère dans un réseau social dans lequel on va pouvoir évoluer, s'épanouir. Celles et ceux qui sont à l'aide alimentaire, les chercheurs et les chercheuses ont montré sur l'aide alimentaire que devenir dépendant de l'aide alimentaire entraînait un isolement social extrêmement fort. Parce qu'on a honte des produits qu'on va aller chercher, honte parce que on n'arrive pas à se nourrir soi-même, mais honte aussi parce que finalement on a les produits qui sont issus de la lutte contre le gaspillage, donc on a ce que les autres ne veulent pas manger, on récupère ce que les autres ne veulent pas manger. Et malgré les efforts que peuvent faire les bénévoles pour faire en sorte que ce soit le plus agréable possible et ainsi de suite, et d'accueillir le mieux possible les bénéficiaires de ces systèmes de distribution-là, il y a une violence symbolique extrêmement forte dans le fait de récupérer ces produits-là, et on n'invite pas des gens à manger chez soi quand on a les produits de l'aide alimentaire, ou on n'accepte pas une invitation à aller manger chez les autres, là où on sait qu'on ne pourra pas la rendre, et ainsi de suite. Donc il y a une exclusion et un isolement social très fort dans le fait d'être bénéficiaire de l'aide alimentaire. Dernière fonction de l'alimentation. Ouais, ça en fait partie, ce que tu disais aussi. Ce qu'on va appeler la fonction culturelle de l'alimentation, de se définir par les produits qu'on va manger, par la façon dont on va mettre en place des recettes, des repas, utiliser des ingrédients. Le entrée plat dessert aussi, c'est un truc très français, on va construire comme ça. Tout ça, ça va nous donner des repères géographiques dans un terroir donné et une identité, des repères sociaux aussi, si on aime le hachis parmentier ou si on aime manger du caviar, c'est pas la même chose, ou manger dans un 3 étoiles. Ça nous donne des repères, ça nous donne une indication, ça nous donne une place dans la société. Ça va nous construire aussi en tant que personne qui va défendre un autre monde, une autre organisation des choses, ou en tant que personne qui veut continuer ou qui subit la violence de l'industrialisation de notre société aujourd'hui. Dans ces questions-là, il y a toujours des logiques hyper intéressantes de diversité. On ne mange pas tous la même chose, et ça peut être au service aussi du plaisir, de la différenciation organoleptique, de rencontrer des saveurs, des cultures différentes. Et cette fonction culturelle, identitaire, collective, elle peut aussi être au service de la domination et de se définir une façon de manger qui est supérieure aux autres. Et donc face à ça, je pense qu'il est important de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on mange et de qu'est-ce qui fait sens pour tous et toutes autour de ça. Et il y a un petit mot en 5 lettres
qui permet de résumer une situation dans laquelle on a accès à l'alimentation. Enfin, le fait d'avoir, c'est un concept, hein, le mot dont je parle, qui dit, voilà, qu'est-ce que c'est que d'avoir une alimentation de qualité, d'avoir accès à une alimentation qui permet de répondre aux 4 fonctions. Non. Non. Je vous propose un petit pendu. Alors, E, V, A, I, L, envie, M, P, C, S. S. J'ai jamais pendu personne. Comment? Alors j'ai entendu R et j'ai entendu T. O. Le droit à l'alimentation. On a failli y passer quand même. Hein. Ouais, c'était limite. Hein. Ouais, il nous a bien aidé quand même. Hein. Le droit à l'alimentation, tel qu'il est défini par les Nations Unies aujourd'hui, depuis 2001 et la définition de Jean Ziegler, qui était rapporteur spécial aux Nations Unies sur l'alimentation, c'est le fait d'avoir un accès régulier, permanent et digne à une alimentation qui réponde aux 4 fonctions. La définition est un peu plus longue que ça, mais globalement c'est ça. Hein. Je veux dire, ces 4 fonctions-là, elles sont primordiales pour penser le droit à l'alimentation, le droit de demander dignement. Alors on est d'accord que c'est du droit du droit qui ne s'applique pas, qui n'est pas opposable aujourd'hui dans le droit français, c'est un objectif à atteindre, qui est défini, qui est posé, et qui est là de dire, en fait, si on va pour les droits de l'homme, à un moment donné, d'un point de vue alimentaire, ça, c'est l'objectif. Et en fait, je vais découvrir autour de cette notion de droit à l'alimentation tout un courant de recherche que j'avais complètement ignoré jusque-là dans toutes mes études, qui naît aussi dans les années 90, en parallèle de la notion de souveraineté alimentaire, et qui s'appelle la démocratie alimentaire. Démocratie alimentaire, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, ils insistent sur la notion de choix. En disant, si on veut assurer le droit à l'alimentation pour tout le monde, eh ben, parler de qualité, c'est une chose, mais c'est surtout permettre à chacun de choisir son alimentation. Parce que c'est très difficile de prédéfinir pour quelqu'un quelle est la fonction qui va prendre l'aspect, qu'est-ce que ça veut dire, et ainsi de suite. Donc, de permettre à tout le monde de choisir son alimentation, et donc de dire on va remplacer ce Q là par un C en disant il faut se battre pour l'accès de tous et toutes à une alimentation choisie. Et de dire attention, hein, choisir son alimentation, rentrer dans un magasin et avoir assez d'argent pour pouvoir choisir les produits qu'on veut, c'est une chose, c'est bien, d'accord. Mais ça ne suffit pas, parce que si dans le magasin il n'y a pas les produits que vous voulez, ça ne marche pas. Donc choisir son alimentation, c'est aussi un travail collectif, un travail démocratique, d'orientation de l'ensemble du système de production, hein, pour la France de ces 27 millions d'hectares de la ferme France, et pour dire ce qui doit être produit. Et en fait, tout ce courant-là retombe aussi sur ces deux mécanismes-là, en disant il faut choisir individuellement et collectivement pouvoir orienter le système de production, et même de dire si, culturellement, une alimentation qui me correspond, c'est le fait d'avoir produit mes fruits et légumes, mes poules, mes œufs dans mon potager, et ainsi de suite, et bien c'est ça qui est important, et donc c'est aussi inclure le droit à la terre, le droit à tout le monde de pouvoir devenir producteur et ainsi de suite. Et en fait, dans les années 2000 et vraiment au niveau des années 2010, les notions où là on a plus une question de droit des paysannes et des paysans, droit de l'environnement aussi qui va s'ajuster, et là une notion de droit à l'alimentation, vont converger autour de la nécessité de ces deux mécanismes-là, et vont converger dans les définitions et dans la déclaration qui est passée en 2019, la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysannes et des paysans. Et ben on a tout un chapitre sur le droit à l'alimentation, ce qui n'était pas le cas avant. Et pareil, dans le droit à l'alimentation, il y a aussi cette notion d'accès à la terre. Donc ces deux notions vont converger, et tout le travail qu'on va faire sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'idée de dire,
comment on peut institutionnaliser ça, hein. C'est de réfléchir à quelles institutions on peut construire aujourd'hui en France pour durablement mettre en place ces deux objectifs-là. Voilà. Avant de me lancer et de faire la fin de cette conférence sur les bases de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation qu'on propose, on s'est juste posé la question de dire on va d'abord analyser qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de politique alimentaire. Parce que peut-être qu'il y a des choses intéressantes sur lesquelles on peut s'appuyer pour penser tout ça. Est-ce que vous connaissez des politiques alimentaires? La FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe d'alimentation. Elle ne va pas mettre en place de politique alimentaire en France. Elle ne va pas dire comment on doit manger. Elle établit des objectifs, notamment le droit à l'alimentation. Mais ce n'est pas la FAO qui va structurer ce que tu as dans ton assiette aujourd'hui. Le PNNS. Je reviens sur la PAC après. Le PNNS, Programme National Nutrition Santé. Allez, vous connaissez tous. 5 fruits et légumes par jour. Mangerbouger.fr. 5 produits laitiers. Ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Qu'on écrit en petit, hein, sur les publicités. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Moi, j'appelle ça le programme de non-interdiction de la publicité. Hein. Donc, le premier truc à faire, qui serait un tout petit peu intelligent si on voulait effectivement éduquer, hein, ou en tout cas apporter l'information nécessaire à ce qu'est une bonne alimentation et s'éduquer sur comprendre et reprendre en main son alimentation, c'est d'interdire l'effet dévastateur de la publicité sur la représentation de notre imaginaire de tout ce qu'on peut manger derrière une alimentation. Bon, le PNNS ne vise absolument pas ça, et donc l'idée derrière, hein, c'est d'apporter la bonne, c'est de dire manger 5 fruits et légumes par jour. Ah ouais, on en a oublié un aussi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Hein, voilà. C'est plutôt prouvé que c'est l'inverse, d'ailleurs. Non, c'est pas très bon, les produits laitiers. Sous un système de production industrielle de lait, certainement pas. Et sous un système un peu plus intéressant, le lait peut avoir une place dans l'alimentation, mais pas un produit laitier par jour indispensable. Ça, on en est loin. Les campagnes de lait, hein, c'est que faire de la surproduction. Oui, clairement. Le PNNS, hein, son gros souci, c'est que ça va être de dire il faut manger ça et pas ça, globalement. Mais par contre, on ne va pas du tout prendre en compte le coût qu'il y a derrière, et ça va viser principalement les personnes à petit budget, sans regarder une seule seconde que ça coûte plus cher que ça, hein, d'un point de vue euro-calorie. Ce qui coûte le plus cher, c'est les fruits et légumes, après c'est la viande, après c'est les céréales, les oléagineux, et puis en dernier, tous les produits industriels ultra transformés qui coûtent le moins cher d'un point de vue euro-calorie, et c'est la calorie qui coupe la sensation de faim. Hein, et quand on a faim, c'est la calorie qu'on va rechercher en premier. Donc il y a un côté très rationnel de la part de toutes celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à aller vers une alimentation ultra industrialisée et à sortir des fruits et légumes. Et le PNNS, ça va être un plan qui ne va pas du tout regarder toutes ces questions-là de pourquoi les gens mangent comme ci, comme ça, et rajouter des bonnes intentions. Donc moi, je barre ce truc-là, vraiment, j'en veux pas. Mais je le barre à moitié parce que l'idée qui est derrière de dire il faut de l'éducation à l'alimentation, il faut de l'information sur ce qu'on mange, hein. Ça va être aussi tout le Nutri-Score et des choses comme ça que je mets derrière ça. Aujourd'hui, c'est plus le PNNS, c'est le PNSA, Programme National Santé et Alimentation. Enfin, c'est important. Et on ne peut pas envisager une logique de démocratie alimentaire, d'élaborer durablement, correctement la demande alimentaire sans travailler vraiment toute une éducation à l'alimentation pour les enfants, pour les adultes, à l'école, à l'extérieur, en allant sur des fermes, en construisant tout ça. Voilà, ça c'est hyper important. Mais pas du tout de cette façon-là. Quelle autre politique vous connaissez sur l'alimentation? J'ai entendu la PAC, pour les spécialistes des politiques agricoles, enfin des politiques, c'est pas une question d'alimentation, c'est une question de production, c'est vraiment une question agricole, la PAC. On va orienter ce qui est produit. Forcément, ça structure notre alimentation. C'est pas une politique alimentaire directement, ça va pas nous dire quoi manger et structurer nos assiettes.
Ça, c'est la plus petite. Hein. Il y en a, ça, c'est 40 millions par an. Après, là, il y a deux autres politiques à écrire. Une qui fait 2 milliards et une qui fait 15 à 20 milliards. C'est quand même, quand on parle en milliards, on commence à parler de vraiment politique. Hein. Ça va organiser, ça c'est des structures, mais en termes de politique publique, vous pensez à Carlos, je sais pas. Il a pub pour Oasis. La pub. C'est pas Carlos là non, Carlos, non. Non, moi je préfère manger à la cantine. Bah, dire qu'à un moment donné, dans un pays, tous les enfants qui vont à l'école ont un repas complet le midi. La restauration collective, c'est la plus grosse politique alimentaire en France. C'est franchement pas rien. C'est 15 à 20 milliards d'euros hein, par an. Et là, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors, c'est que l'accès de tous, il est quand même plutôt pensé. Alors, pas de partout, on n'a pas toutes les mairies encore qui mettent en place des vraies tarifications sociales. Il y a des endroits où lesquels ça reste moins cher de faire un plat de pâtes pour les enfants de midi que de les mettre à la cantine. Ça, c'est grave. Et puis la qualité, enfin le choix, en tout cas de décider de ce qu'on mange, bah, c'est souvent pas le cas. On a souvent laissé ça à Sodexo, à Alliance et au moins 10 ans. Par contre, il y a des endroits où on se réapproprie ces choses-là. Et la Restau'co, aujourd'hui, c'est un lieu où c'est plus du tout la dualisation de l'agriculture qui décide, mais c'est les pouvoirs publics. Et tout ça, les municipalités pour les primaires, les collèges, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées et l'État pour l'université. Donc, tous les niveaux de la structuration française qui ont un rôle à jouer dans la définition de la Restau'co. Et on le voit, hein, quand il y a des volontés politiques de changer les choses, c'est un levier extrêmement puissant pour ouvrir de nouveaux marchés et la mise en place de cette agriculture-là. On peut donner l'exemple de Mouans-Sartoux, qui a mis en place une régie municipale où c'est des producteurs payés par la mairie qui produisent pour alimenter la cantine. On peut parler de Lons-le-Saunier qui a créé de la restauration collective, pas que pour les enfants, hein, mais en fait ils ont fait passer tout le bassin versant parce que ça va vous faire des économies sur la gestion de l'eau en bio. Et en plus de ça, ils ont créé le débouché. Tous les agriculteurs disaient on veut bien passer en bio, mais par contre, vous nous assurez les débouchés aussi. Donc ils ont mis en place dans la cantine, c'est plus de 80% des produits bio et locaux qui sont là, plus créer de la restauration collective au milieu de la zone industrielle, un self pour les travailleurs qui bossent là le midi et qui ont un repas entre 8 et 11 euros complètement bio et locaux. Donc c'est un outil d'organisation des filières agricoles et alimentaires extrêmement puissant aujourd'hui à se réapproprier, là où moi je vais défendre une sécurité sociale de l'alimentation, par rapport à là où on en est aujourd'hui, pour casser un peu ces plafonds de verre qu'on touche sur la transformation des systèmes, la Restau'co, et pas que pour les enfants, hein, mais pour tout le monde, passer à un vrai levier, à mon avis intermédiaire, d'action locale autour de ces questions. Donc ça, je garde complètement, je pense qu'il y a des super choses à faire là-dessus. Il y a une dernière politique alimentaire. Comment? Oui, non, ça va avec toute la restauration collective. L'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est plus de 2 milliards d'euros par an, d'après l'évaluation qui a été faite par le Sénat dernièrement. Personne ne se sent assisté. Personne ne se sent bénéficiaire du système quand il utilise sa carte vitale pour payer le médecin ou pour payer la pharmacie. Pourquoi? Parce que tout le monde en a une, tout le monde le fait, et donc c'est normal. Et donc si on veut créer un accès digne à l'alimentation, l'idée c'est de créer un système qui est pour tout le monde. Vous pouvez avoir le meilleur repas du monde dans votre assiette, si c'est écrit sur les rebords, vous coûtez un pognon de dingue, c'est moins bon ce qu'on va manger à l'intérieur. C'est pas très agréable. Et donc, on est parti sur le système de dire il faut créer quelque chose qui soit pour tout le monde, pour créer du droit, pour créer un accès digne. Et avec ce symbole de dire c'est 150 € par mois, par personne, de créditer sur la carte vitale pour pouvoir acheter son alimentation. Ça, c'est la base de la réflexion. 150 €, c'est un chiffre qui est avant l'inflation de la guerre en Ukraine, mais qui a été construit avec des organisations de lutte d'aide alimentaire, de lutte contre la pauvreté, la précarité alimentaire, qui ont arrêté le don en nature et qui sont passés sur du don en argent.
Donc voilà, on donne à tout le monde moyen de s'acheter, ça c'est l'idée d'accès. Et non. Et deuxième pilier, avec ces 150 €, on n'achète pas ce qu'on veut. On achète ce qu'on veut parmi un panel de produits qui aura été décidé collectivement. Donc on crée une capacité collective à décider ce qu'on va produire, ce qu'on va pouvoir consommer. Et donc ça, c'est l'outil, utilité dans la sécurité sociale à l'origine, de conventionner les producteurs, les productrices, les produits. Tout ce qu'on pourra avoir accès sera conventionné, sera décidé collectivement dans des caisses de sécurité sociale locales qui seront organisées de façon démocratique. Et c'est pour ça que je dis entre 46 et 67, parce qu'à partir de 67, l'État va casser complètement la logique d'organisation démocratique de la sécurité sociale et reprendre la main et décider aujourd'hui de qu'est-ce qui fait notre santé, bien à l'opposé de comment on aimerait le faire parfois. Et donc de dire, ben non, alors nous on pense qu'il y a mieux à faire que l'organisation par les caisses de travailleurs, le syndicat de travailleurs, les élections, mais par exemple sur le fonctionnement de la Convention citoyenne pour le climat, on tire au sort des Françaises et des Français qui vont avoir pour mission de s'informer, de réfléchir et d'organiser qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, à l'époque c'était donc préserver le climat, là ce serait penser une alimentation durable qui convienne à tout le monde, sauf que eux derrière ils n'avaient pas le pouvoir, ils ont fait des recommandations et puis l'État a dit bon, vous êtes bien gentils mais en fait on ne va pas les écouter. Là non, de donner vraiment le pouvoir à ces mécanismes-là pour orienter ce qu'on veut manger, pour orienter tous les produits qui sont nécessaires. Et du coup, de définir le niveau de qualité de ce qu'on veut, et en face, on sait qu'on a une partie de la production qui va correspondre, même qui ne sera pas du tout suffisante. Et donc, de conventionner à la fois les produits qui conviennent, et puis de conventionner tous les produits qui ne conviennent pas, les producteurs et autres, dans une logique de transition. Et de leur donner 4-5 ans pour s'organiser, pour produire autrement. Et c'est le frein principal, la politique agroécologique de Stéphane Le Foll, qui a été mise en place dans son évaluation en 2018, à laquelle j'avais participé, qui était de dire il n'existe pas de marché rémunérateur pour les producteurs, pour les transformateurs et autres qui veulent produire autrement. Ça coûte trop cher dès qu'on sort de l'agro-industrie et les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer ça. Et donc si on veut pouvoir transformer les choses durablement, il faut organiser concrètement un autre marché. Donc voilà, ça c'est l'idée du conventionnement démocratique et puis on a toute une idée, nous, de critères minimums dans le respect de l'environnement, dans le respect des travailleurs, de commerce équitable et autres à mettre en place, à proposer pour ces caisses-là. Oui ? J'ai une question sur les agriculteurs qui seraient conventionnés. Est-ce que c'est forcément les agriculteurs qui rentreraient dans un modèle, celui de l'agriculture biologique par exemple ? Ça c'est aux caisses de décider. Voilà. Est-ce que toute l'agriculture doit suivre le cahier des charges de l'agriculture bio ? Nous on dit pour l'instant, là où on en est, c'est aux caisses de décider. On a notre avis qu'on pourrait donner et après, aux gens de regarder l'intérêt des choses. Et nous, on pense que c'est très important de laisser le processus démocratique décider. Parce que si on commence à dire qu'il faut une forme d'expertise et de personnes qui vont prendre le pouvoir sur la société, qui s'organisent pour décider, c'est la voie à des dérives assez fortes. C'est d'ouvrir... si on dit que c'est des experts qui doivent décrire ça, c'est demain, en fait... le régime qui donne le moins de problèmes et il faut faire des économies sur la santé, c'est tout le monde mange des courgettes crues et donc tout le monde, on conventionne plus que ça. On n'a pas envie du tout de se prémunir de ça et de dire le gros souci de la sécurité sociale, ça a été sa récupération par l'État et donc pour se prémunir de tout ça, de laisser un fonctionnement démocratique radical parce qu'on sait, les sciences politiques le montrent, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat le montre encore, que des groupes de personnes réunis collectivement autour d'une mission donnée de réfléchir avec la capacité d'avoir du temps et de la réflexion vont produire une analyse extrêmement pertinente sur ce qu'il faut. Et peut-être que tout ne sera pas bio pour des bonnes raisons, parce que les noisettes bio c'est quasiment impossible. Peut-être qu'il y a des choses où les cahiers des charges bio ne correspondent pas aujourd'hui, où il faudra les faire évoluer et ainsi de suite. Mais nous on dit voilà, c'est dans les caisses, à la population de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut manger. Et troisième pilier, très important pour le tout, c'est de dire on finance tout ça par de la cotisation, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. On remet de la logique de justice sociale derrière le fait qu'on donne 150 € à tout le monde, même aux riches. Et par contre, derrière, on va faire en sorte que ce soit tout le monde qui décide de façon pareille. C'est l'usage, le fait qu'on mange, qui nous donne un droit de décision, pas l'argent qu'on met dedans.
Et surtout, on évite que ce soit l'État qui finance, hein, et ça va être une des attaques très fortes aussi de l'État à la sécurité sociale, de baisser le taux de cotisation et de le remplacer par de l'impôt et des taxes. Pourquoi? Parce que dans la cotisation, l'argent, il passe de là où il y a de la valeur ajoutée qui est produite, dans les caisses de sécurité sociale. Dans l'impôt ou la taxe, l'argent, il passe par les caisses de l'État, et après l'État finance. Et quand l'État finance, à un moment donné, qui finance décide, et donc l'État reprend la main. Et donc de dire, non, on ne veut pas d'une représentation par l'État qui ne représente pas pour nous du tout aujourd'hui une forme démocratique, mais on veut d'un système où ce soit tout le monde qui mette à partir de son travail. Et donc on a différents systèmes pour penser cette cotisation, je ne rentre pas là-dedans, mais on peut se baser sur la façon dont sont organisées encore aujourd'hui les cotisations sociales pour la sécurité sociale, ou on peut avoir des choses beaucoup plus ambitieuses d'un point de vue répartition des inégalités. Mais même si on se base sur les cotisations de la sécurité sociale aujourd'hui, on reste sur des choses qui sont tout à fait correctes à envisager d'un point de vue réduction des inégalités de salaire. Mais on peut aller plus fort sur la reprise en main des paradis fiscaux, des dividendes et autres pour récupérer l'argent là où il est. Et on est sur un budget de 120 milliards d'euros par an. 120 milliards d'euros par an, hein, pour 150 euros par mois par personne. C'est 1/6 du budget de la sécurité sociale aujourd'hui. Et c'est la moitié de la consommation alimentaire totale. On consomme 240 milliards d'euros. Le PIB de la France sur la question alimentaire, c'est 240 milliards d'euros. C'est-à-dire on prend la moitié et on se la répartit équitablement et on réfléchit à qu'est-ce qu'on conventionne par rapport à ça. Bien sûr, hein, après, c'est 150 euros. Pour que ça corresponde à un budget minimal, il faut qu'il soit indexé sur toute l'inflation que va amener le fait de conventionner des meilleurs produits et autres, donc peut-être d'augmenter petit à petit ce budget-là, et de réfléchir si on n'augmente pas même cette part pour avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Je vais m'arrêter là pour laisser de la place aux questions, aux échanges. Pour celles et ceux qui veulent voir après la suite de nos travaux, c'est notamment sur le site sécurité-social-alimentation.org, et avec cette petite BD aussi. Nous, on a lancé ça dans l'espace public en 2019 et puis constitué par la suite le collectif qui porte tout ça et qui continue de réfléchir à ces questions. Et puis on a tout un tas de personnes localement qui se sont dit « Ouais, c'est chouette ce que vous portez, mais comment on fait aujourd'hui pour s'approprier ça ?» Et donc on a constitué, on n'avait pas la réponse, tout un réseau d'initiatives locales qui se revendiquent aujourd'hui d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation, de travailler ces questions, d'expérimenter certains points, on ne peut pas tout expérimenter, et qui agissent et qui portent ce projet-là un peu de partout en France aussi. Donc on avance avec tout ça. Et pour finir sur ce truc-là, la fonction politique de l'alimentation, qu'est-ce qu'on fait de l'assiette? Moi je pense qu'il faut absolument faire de l'assiette un droit. Un droit pour tous et toutes à décider de ce qu'on mange, un droit d'avoir accès à n'importe quelle table, et de mettre ce qu'on veut dans son assiette sans que les autres regardent, de finir ou pas, c'est pas là où ça se joue. Et puis un droit à décider des produits qui arrivent sur la table, à décider de ce qu'on va vouloir manger ensemble et de comment c'est produit et de qu'est-ce qui arrive là-dedans. Comme ils disent dans le spectacle, on compte sur vous. Merci. Juste avant la première question, est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? 16h30, ça va. On m'a dit peut-être de libérer à 16h, vous faites signe s'il faut libérer. Moi, je dois partir à 16h30, voilà. Parce que je rejoue demain dans le Tarn et que le dernier train, après, il faut que je suive. Donc, c'est un tout petit peu court. Désolé pour ça. Et au plaisir de rééchanger, si jamais c'est trop court, par le site ou s'il y en a qui veulent mon adresse, on peut échanger. Voilà, c'était juste un petit préalable aux questions. D'habitude, j'aime bien avoir le temps. Là, c'est un peu court. Dans un modèle idéal, vous disiez que pour la Confédération paysanne, il faudrait 1 million de paysans. Mais à l'heure actuelle, comment on fait pour avoir 1 million de paysans quand on sait que c'est un métier difficile, qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier, et quand on voit que les agriculteurs ont énormément de mal à recruter? Ils emploient des gens qui partent au bout d'une semaine, c'est un calvaire pas possible. Du coup, certains recourent à des boîtes d'intérim qui sont une catastrophe pas possible, des gens qui viennent d'Espagne qui sont sous-payés. Ouais. On a quand même un contexte où
il n'y a plus grand monde qui veut bosser dans l'agriculture. Ouais. C'est un peu partout pareil. Ouais. Complètement. Et ben pour moi, la réponse à comment on fait, elle est vraiment évidente. On rémunère mieux la production agricole, quoi. Et c'est pas dans le fait, enfin, oui, donner envie aux gens de devenir agriculteurs ou autres. Bien sûr que ça fait partie du truc, mais en fait, le meilleur moyen de donner envie, c'est de revaloriser la production agricole, quoi. C'est de construire des systèmes de production, hein, typiquement la MAP à l'origine ou la régie publique agricole, où on dit à la personne, bah en fait, comme voilà, un prof, il est prof, il fait ses cours, il est payé quoi qu'il arrive. Bah, un agriculteur, t'es payé pour produire quoi qu'il arrive. La municipalité ou l'État te donne de l'argent, te donne un salaire, et puis on récupère les fruits de ton travail. Ça c'est une façon, ou le système de la MAP, hein, qui est basé autrement, mais c'est pour moi l'enjeu aujourd'hui pour réinstaller les 600 000 paysans minimum dont on a besoin pour pouvoir être sur des systèmes moins industrialisés et cohérents avec des enjeux agroécologiques et ainsi de suite, c'est de fournir des conditions de travail correctes à l'agriculture, c'est de mieux rémunérer, c'est de payer plus cher notre alimentation. Ça voudrait dire que c'est seulement le salaire qui est attractif. Bosser dans l'agriculture, surtout quand on n'a pas la robotisation, etc., c'est très difficile. Et je pense que payer plus, ça ne suffira pas à réveiller des vocations. Moi, j'ai un gros doute. En fait, payer plus, ça veut dire permettre de travailler moins aussi, ça veut dire permettre d'avoir des journées moins chargées. C'est quand même la base du truc, vraiment, à mon avis. Après, ça suffit pas, je suis d'accord. Et il faut penser tout un tas d'autres choses. Il faut penser les services de remplacement, il faut penser la charge mentale qui est derrière le fait de tenir des bêtes et ainsi de suite. Comment on passe sur des formations plus collectives, des fermes, je veux dire plus collectives. Comment on passe aussi sur des métiers où on n'est peut-être pas paysan toute sa vie, mais en fait on est paysan pendant 10, 15, 20 ans, et puis après on laisse la place, et puis après on va se retrouver parce que physiquement c'est compliqué. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut jouer. Mais aujourd'hui, si c'est aussi sacrificiel, aussi dur, des temps de travail aussi longs, c'est d'abord parce que ça rémunère très peu et qu'en fait, il faut être une force de travail brute pour pouvoir s'en sortir. Et ça empêche de construire tout le reste, quoi. Mais je suis d'accord que c'est pas que ça. Hein, mais pour moi, c'est surtout offrir des conditions de travail correctes, quoi. Si je me rapproche, je t'entends pas. Oui. 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 Ouais. 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 Donc, si tout le monde a pas entendu, Louis demandait si le fonctionnement des supermarchés coopératifs aujourd'hui où les personnes travaillent, donnent du temps à un moment donné dans une structure pour pouvoir baisser le coût des produits dans l'accès aux produits, c'est une des formes de solution. Moi, je pense que oui. Hein, moi, je suis adhérent au supermarché coopératif de Saint-Étienne, et donc je fais mes créneaux et ainsi de suite. Ça fait partie de l'ensemble des types un petit peu de réponses qui existent face à la nécessité de se réapproprier son alimentation. Après, pour moi, c'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que ça fait baisser un petit peu le coût des produits, mais on travaille avec des personnes de quartiers populaires ou autres qui viennent dans le supermarché aussi, à qui on offre la cotisation initiale parce qu'elles ne peuvent pas le payer. Mais en fait, elles peuvent venir travailler avec nous, mais elles vont acheter 2-3 produits à peine parce que même les produits qu'on a, qui ont une réflexion de localité, d'éthique et de rémunération correcte des paysans, ils restent trop chers pour elles par rapport au coût des produits qu'elles peuvent avoir dans d'autres systèmes alimentaires. Donc, c'est une petite partie de la réponse, et qui est de remplacer, enfin la partie de la réponse, hein, c'est de faire du bricolage et c'est de
de remplacer une partie du travail dans notre chaîne alimentaire par une partie de bénévolat. Et c'est la même chose pour les AMAP, hein, on remplace par du bénévolat la distribution, où c'est les gens dans les AMAP qui vont organiser la distribution et ainsi de suite. Donc c'est de remplacer le temps d'une personne, le temps d'une caissière et de ceux qui vont faire la mise en rayon en supermarché, qui sont payés au moins au SMIC pour faire ça, ce qui n'est pas assez. Et quand même, ils sont payés, c'est là de le faire bénévolement pour pouvoir baisser les coûts et tout ça. Ça fait partie des bricolages qu'on construit aujourd'hui qui permettent de soutenir des filières de production, mais c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ouais. Ouais. Complètement. 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 Et moi, social et d'éducation populaire à qu'est-ce que c'est que de construire des filières alimentaires aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de tenir un magasin que de tenir une épicerie. Moi, c'est très souvent ce que je dis quand on me demande qu'est-ce que je pense du supermarché coopératif dans lequel je suis à Saint-Étienne. D'un point de vue économique, c'est pas très intéressant parce qu'en fait 3 heures tous les mois, on a perdu les réflexes, on refait ce que font les autres et ainsi de suite. Enfin, on ne sert pas à grand chose, on n'est pas efficace. On serait plus efficace à payer quelqu'un et à le faire. Ça coûterait un peu plus cher, mais d'un point de vue économique global, ce serait plus efficace. Par contre, d'un point de vue éducation populaire et lien social, rencontrer des gens et comprendre ce que c'est que d'organiser un système alimentaire, c'est hyper puissant et hyper intéressant pour ça. Oui. D'agriculture urbaine dans les grandes villes, quelle place a de réactiver un petit peu le potager ouvrier à grande échelle ouais. dans les centres-villes? Alors, sa place dans ce... la même que pour l'agriculture biologique. Hein. La réponse va être la même, on va laisser les caisses de sécurité sociale d'alimentation décider de ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que, ne serait-ce que les ceintures maraîchères, dont on dit qu'elles ont disparu globalement, enfin elles ont disparu, c'est pas l'organisation libérale du marché qui a mis ça en place. Hein. C'est une vraie politique d'accès de tous à l'alimentation qui a été mise en place par la plus grosse avancée sociale historique du XXe siècle, qui est le Front populaire, en 1936, qui a dit si on veut nourrir correctement les ouvriers et les ouvrières dans les villes, il faut absolument mettre en place toute une production locale de fruits et légumes, parce que ça a un vrai intérêt à le faire localement, le reste moins, mais là pour la fraîcheur et ainsi de suite. Et donc on a construit ça. Et donc c'est une prise en main du pouvoir de décision sur les terres et sur les PLU et sur le monde agricole que de construire ces choses-là. À la fois, et les jardins ouvriers, hein, faut le considérer comme des conquis sociaux des luttes syndicales. Hein, ça a été à un moment donné où il est devenu indispensable pour toute une partie. Moi, je suis à Saint-Étienne, donc c'est là où les premières caisses de sécurité sociale ont été créées. Mais dans les milieux de mines, des puissances syndicales assez fortes qui ont revendiqué des biens sociaux, mais qui ont aussi revendiqué l'accès à un moment donné à la terre pour pouvoir se faire aussi son alimentation et autres. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'est important de penser et de l'organiser. Moi, je pense que ça a toute sa place. En tout cas, l'accès aux jardins ouvriers, l'accès aux ceintures maraîchères, c'est indispensable. Après, la production vraiment intra-urbaine, pour moi, c'est un peu comme les supermarchés coopératifs. Ça a plus un rôle d'éducation et d'organisation. C'est très compliqué d'avoir une fonction vraiment productive en ville. Moi, j'ai étudié ça du coup à l'étranger, et notamment à Cuba, où à Cuba, il s'est passé un truc incroyable dans les années 92-93, où Cuba est sous blocus américain, s'est tourné vers l'URSS qui se casse la gueule. Cuba est dans une économie que j'appelle de colonialisme total de l'URSS, c'est-à-dire qu'elle produit des matières premières pour un pays qui lui renvoie des produits industrialisés, et du coup n'a aucune indépendance alimentaire. Ils vont avoir très faim pendant 2 ans, mais en 2 ans, ils vont transformer complètement leur système agricole et alimentaire, et notamment par l'agriculture urbaine et les agroponicos à Cuba. La Havane, 1 million d'habitants, 100% des fruits et légumes consommés produits intramuros, avec une organisation, la mise en place de plans de destruction de bâtiments, de friches extrêmement fortes qui vont se mettre avec des logiques d'agriculture écologiquement intensive, hein, pour le coup, mais de type permaculture, but permanente ou autre, qui sont très très gourmandes en main d'œuvre,
Mais c'est pas grave parce qu'à Cuba, il y a plein de gens qui sont là pour travailler, qui sont payés de toute façon pour l'État pour travailler. Donc ils ont de la main-d'œuvre peu chère qui est là et qui est disponible. C'est des types d'agriculture qui ne sont pas rentables aujourd'hui par rapport à du maraîchage un peu conventionnel, même biologique mais conventionnel, parce que c'est très gourmand en main-d'œuvre et que la main-d'œuvre coûte cher. C'est normal qu'elle coûte cher. Mais à Cuba, dans cette situation, ça c'était disponible et donc ils ont mis en place ces types de systèmes-là. Voilà, mais tant qu'on ne fait pas ça, pour moi, l'agriculture urbaine, jardin ouvrier et ceinture maraîchère indispensable, l'agriculture urbaine, plus dans une logique d'éducation. Comment ? Non, non, c'est pas dépréciatif quand je dis que c'est une logique d'éducation. Je dis juste que produire en ville comme ça, c'est pas plus intéressant que d'avoir une ceinture maraîchère bien construite, quoi. Et que c'est intéressant d'avoir des jardins pédagogiques et autres qui permettent de voir nos enfants, d'expérimenter et de se reconnecter à tout ça. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une vraie fonction productive en ville, quoi. Après, à décider, hein, si c'est ce que les gens veulent, moi ça ne me dérange pas, mais l'enjeu, il est sur les ceintures maraîchères et sur les jardins ouvriers. Et le fait d'avoir des zones où effectivement ça produit en ville, et on peut aller voir ce qui se passe, et pas forcément de produire dans la ville. Moi, je me interrogeais sur. Vous avez dit, donc, vous avez des regroupements un peu partout en France, vous essayez un peu cette idée. Oui. Et votre objectif, c'est d'abord d'aller convaincre les politiques, qui sont quand même à la base des décisions, ou la population. La population. Et est-ce que vous fixez une échelle temporelle? Ouais. C'est le temps d'un mandat? Est-ce qu'il y a une ambition politique derrière pour porter ce... Alors, dans le fonctionnement de la Ve République, aujourd'hui, on est obligé de passer par l'Assemblée nationale à un moment donné pour mettre en place les logiques de cotisation, quoi. Là où les collectivités ont, dans le cadre de la loi NOTRe et de l'organisation du territoire, une incapacité à lever les sommes d'argent nécessaires pour construire des systèmes alimentaires durables, même localement. Elles peuvent faire des choses, mais pas aller à la hauteur des enjeux. Donc ça passe par l'Assemblée nationale et du coup on s'est fixé 2027 en gros, mais en disant là on veut vraiment faire de l'éducation populaire autour de cette question de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Et le projet de sécurité sociale de l'alimentation sert aussi de porte-parole à toute cette réflexion-là et cette analyse-là. Et on le travaille comme ça et les groupes qui reprennent ça sont dans cette idée-là aussi. De dire ouais on veut participer à ça, on veut l'afficher, on veut en parler, la petite bande dessinée sert à ça et ainsi de suite. On est là-dedans et c'est là-dessus. Par contre, on a eu énormément d'intérêt porté par les organisations politiques et on a répondu aux sollicitations. Et aujourd'hui, globalement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont faire un contre-modèle extrêmement paternaliste et dégradant, mais quand même toujours un peu mieux que l'aide alimentaire, qui est les chèques alimentaires, ce que propose aujourd'hui le gouvernement et ainsi de suite, de mettre en place. Et puis il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec l'idée de base, mais qui, dans un contexte électoral de 2022, estimaient que c'était trop ambitieux et pour des gens qui se posent comme personnes qui veulent gagner des élections, et on repris ça sous forme de on va expérimenter, si on met en place pour voir ce que c'est. Mais voilà, quand on veut chiffrer clairement un budget, un programme, là on est encore sur une logique un peu exploratoire, et donc c'était trop tôt. Et donc nous, on s'est dit, on travaille, on en parle, on voit comment ça réagit, comment ça rebondit. Et c'est pas du tout grave parce que c'est une fin en soi d'en parler et d'en discuter par rapport à l'idée d'éducation populaire sur le fonctionnement de notre système alimentaire. C'est tout ce que j'ai mis, je disais sur le paperboard d'avant, qu'on partage avec l'ensemble du collectif. Donc ça, c'est une fin en soi. Et ça nous fera cheminer sur ce projet-là et voir ce qu'il en sort. Et pourquoi pas travailler, être prêt d'un point de vue avec un projet prêt en main de loi pour 2027 très clairement. Même s'il y a déjà des projets de loi qui ont été faits, des choses comme ça, mais voilà, de porter vraiment quelque chose un peu plus tard. Non, Ça rejoignait ta question. okay. En fait, je me demandais... Je vais prendre une dernière question. Ah, ouais. Et je vais commencer à ranger. Si jamais il y en a qui veulent faire du recyclage d'assiettes, je les récupère. Si vous voulez la garder, vous pouvez la garder. Et continuer à parler tout en rangeant un petit peu. Vas-y. Il y a peut-être deux questions et allez-y. Justement, il semble
en place, parce que finalement, tant qu'on est dans sa capacité, comme je disais, c'est presque impossible d'y arriver à l'échelle nationale Sans passer par les... territoires si l'État ne s'engage pas dedans en acceptant par avance de ne pas prendre la main. Quoi. Ouais. C'est compliqué de demander, mais il faudrait arriver à ça. Alors ça c'est du rapport de force après, bien sûr. Donc oui, inciter l'État. Hein. Alors ça, enfin, je peux pas faire péter tout ça. Mais bon, par rapport à l'État, la question c'est de dire que aujourd'hui, on peut au moins lui demander de mettre en place une loi cadre, et c'est l'idée de ce qu'on vise là en 2022, de demander une loi cadre qui permette d'autoriser l'expérimentation territoriale, un peu sur le modèle de territoire zéro chômeur ou des choses comme ça, et de mettre la main à la pâte et de continuer, partout où on est, à financer de la politique publique qui va prendre en main la différence entre le coût d'une bonne alimentation et ce qu'ont toute une partie de la population. Voilà, les AMAP solidaires où les gens payent un peu plus cher leur panier pour payer des paniers pour d'autres, c'est bien, mais ça nourrit une ou deux familles pour 20 familles qui sont solidaires. Donc de demander de l'argent public de l'État aussi qu'ils investissent pour améliorer tout ça. Donc ça c'est nécessaire aujourd'hui de s'appuyer là-dessus, et des logiques d'éducation. Et après sur la question sur les cotisations, alors oui, c'est un rapport de force que de demander ça. Par contre, voilà, on a tout un tas de modèles différents, et quand je dis des cotisations, ça peut être des cotisations basées aussi sur le salaire net. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, cotisation patronale, même si ça n'existe pas, mais en tout cas, des cotisations qui vont diminuer le salaire de tout le monde, ou des cotisations qui vont venir en augmentation de salaire que les employeurs vont payer en plus. Et ça, pour nous, c'est dans le rapport de... Les deux sont possibles, et les deux sont intéressants. Le modèle où on augmente les salaires, parce qu'on augmente les salaires bruts, et donc ça ne bouge pas le salaire net, est beaucoup plus intéressant pour lutter contre la pauvreté et autres, mais nécessite un rapport de force qu'on n'aura pas forcément, mais qui est nécessaire, enfin qui est très intéressant d'aller chercher. En tout cas, nous, ça nous paraît intéressant, plutôt que de parler d'augmentation de salaire en disant, tiens, on va mettre à tant de pourcentage net le SMIC, dire, on va augmenter le salaire, mais le salaire socialisé, et dire, on va augmenter le salaire brut en donnant toute une partie d'argent, réfléchi collectivement, mais voilà. Et donc aujourd'hui, on serait intéressé par au moins un système où, pour les plus pauvres, on est sur de l'augmentation de salaire, qui va avec une augmentation du SMIC et autres, et puis pour les plus riches, les cadres, ça peut être du salaire net qu'on enlève, et qu'on est dans une logique forte de redistribution des inégalités. Mais ça peut aussi fonctionner sans aucune augmentation de cotisation patronale, parce qu'il y a moins d'intérêt par rapport à tout ce qu'on a perdu de la part de la valeur ajoutée créée qui part au salaire par rapport au capital, c'est vraiment évident, mais c'est aussi envisageable, et ça crée quelque chose d'assez intéressant quand même. Voilà. Merci pour la présentation. C'est pas vraiment une question, mais c'est une sorte de réflexion. En fait, je trouve ça hyper intéressant toute cette démarche et les différentes stratégies que tu nous as proposées. Ce que je trouve assez frustrant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, en face, on a toujours l'économie de marché et le grand capital, et qu'on se retrouve en fait finalement à essayer de jongler avec des solutions en ayant des intermédiaires politiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peut-être eux-mêmes peut-être un peu placés ou un peu partenaires de ce complexe agroalimentaire. Et en fait, la réflexion que je me fais, c'est que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ce système spéculateur, il est à deux doigts de se casser la gueule, et que je me dis qu'en fait, il y a pas mal de choses que tu nous as présentées qui, à mon avis, pourraient prendre vraiment sens au moment d'une espèce de crise économique ou alimentaire. Et du coup, je voulais te remercier
de stimuler un peu notre conscience de tout ça et éventuellement te demander ce que tu en pensais de ça. Par exemple, voilà, si on est sur un apocalypse alimentaire mondial, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans votre travail, de ce monde un peu qui change, de ce marché qui arrive peut-être au bout de quelque chose? Alors, l'idée de base, c'est de dire on n'en sait rien de comment ça va se passer. Et du coup, en fait, ce que j'ai pas dit là, donc il y a toute cette analyse de la production, cette analyse de la réponse à la précarité alimentaire. Mais il y a aussi un autre truc qui nous a lancé sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de dire, nous on pense, et on en a besoin dans nos parcours militants, on pense aussi que c'est important de militer pour quelque chose. Et de construire et de travailler à l'utopie qu'on voudrait voir advenir. Parce qu'on pense que si on a travail, et c'est une façon de reprendre l'offensive, et de défendre la sécurité sociale, c'est de l'étendre, en fait, de l'étendre à d'autres systèmes, et puis après de l'étendre dans le monde aussi, l'unité internationale sur ces questions. Donc d'être offensif, de travailler ce qu'on veut voir, ça nous permet d'être offensif et de ne pas être que dans les luttes défensives. Ça fait du bien de se dire tiens, on peut rêver, on peut construire autrement, comment ça pourrait s'organiser. Et ça prépare l'après, quoi qu'il arrive. C'est intéressant de penser des transitions et voilà, un projet de loi ou des choses comme ça, mais ça prépare aussi le fait de dire si demain ça s'écroule, qu'est-ce qu'on construit? Parce qu'on pense que c'est hyper important de penser une bonne organisation collective au service du droit, d'une organisation démocratique de la société et de réfléchir à comment on peut faire dès aujourd'hui. Peut-être ça l'a fait advenir et c'est un truc auto-réalisateur, en tout cas dans les consciences, que d'y travailler et de ne pas faire que regarder ce qui ne va pas. Mais certainement que ça nous permet de nous dire, peu importe la façon dont ça s'écroule en face, de travailler ça, ça nous permet de savoir quoi faire demain si on a une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui soit pour nous. Et donc c'est ça qui nous motive aujourd'hui à travailler là-dessus. Je vais devoir couper. Merci à vous. Oui. Je vais poser une question dans la suite.